on a la chance d'avoir une image, c'est vrai que pour un pays de moins de 10 millions d'habitants, Mhm. on joue en Champions League, pour avoir une analogie un peu de foot. C'est que si on prend la valeur de la marque suisse et la perception de la Suisse, on fait partie des pays dont les gens connaissent l'existence. Ce qui n'est pas un détail. Mm. C'est qu'à l'échelle mondiale, sur environ 200 pays qui composent l'ONU, il y a plein de pays dont, si on se dit les noms là, probablement. Moi j'adore ce jeu, donc on peut jouer au jeu des capitales et des pays à un moment. Non. J'aime bien ça. Mais ça marche pas toujours. En plus, ça change. Non, mais voilà, la Suisse fait partie. Et sur la carte des gens, c'est que le drapeau suisse est connu aussi très largement, ce qui n'est pas rien. Alors que notre travail, c'est de renforcer une perception positive, juste du pays aussi, c'est-à-dire informer sur le pays, Mhm. de le faire sans mentir et sans cacher qui nous sommes. Nous disons toujours quand nous communiquons que nous sommes le gouvernement suisse, ce qui n'est pas un détail aujourd'hui dans le bruit ambiant et avec la montée en puissance des agences de soft power, qui est le domaine un peu historique. Le soft power, c'est ce qui n'est pas lié à la force brute, Mhm. mais qui est ce pouvoir doux dans lequel on évolue. On est prêt. Beau matos. Merci. Il y a même un cadeau de Andrea que j'ai interviewé ici, Ouais. qui est un artiste suisse qui est passé à Swiss Next il y a quoi Ça me semble. Euh, Elle est passée. Non, cette Non. année, il y a quelques mois. Parce que je l'ai vu, le nom me disait quelque chose. C'est vrai? Ouais. Ok. On travaille beaucoup avec Swissnex, donc je suis ce qu'ils font. Voilà. Tu suis bien ce qu'ils font. Bah, Pas le merci. choix parce que Félix Hein? Félix arrose le monde des nouvelles sur Swissnex. Ah, ça c'est vrai. Il arrose et d'ailleurs on le salue bien. Mhm. On le salue bien. Merci Alexandre pour cet épisode. C'est la première fois qu'on se rencontre. Et en fait, je voulais profiter donc, autour de mon podcast, ça s'appelle Nos vies au Japon. Et en fait, je prends soit des histoires de personnes qui vivent comme moi ici, qui ont une expérience Mhm. ici au Japon. Et j'aime bien attraper aussi les gens en vol qui ont vécu une certaine expérience. Et oui, cette fois, elle m'intéresse parce qu'en réalité, on va un peu débriefer de l'expo d'Osaka qui arrive à sa fin, dans quelques jours d'ailleurs. Lundi, donc on est vraiment tout proche. Ouais. Et avec ça m'intéresse un peu de comprendre comment s'est passée l'expo. J'aimerais aussi un peu décortiquer l'avant, pendant, l'après, et puis aussi un petit peu la suite de la prochaine expo à Riyad. Qu'est-ce que fait le Head of Presence of Switzerland? Chef de présence suisse. Voilà. Et Je me posais la question ce matin d'ailleurs. c'est vrai? Mm. Alors on va décortiquer un peu tout ça. Et voilà, je pense qu'on a déjà pas mal de choses. Ça m'intéresse aussi un peu de comprendre. On en parlera aussi un petit peu le fonctionnement on va dire, ce système un peu marketing suisse. Mhm. Ces marques qu'il y a, que j'ai encore un peu de peine à bien visualiser entre toi, Monsieur Bido, aussi on en parlera un petit peu de Swissnex. Donc voilà, ça te va comme programme? Parfait. Très bon Ok. menu. Est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots et me dire qu'est-ce que c'est le Head of Presence Switzerland? Alors, je m'appelle Alexandre Edelman, j'ai 45 ans. Je vis en couple avec 2 enfants formidables. Et c'est important aussi dans le travail, déjà parce que j'aime bien parler d'eux, mais aussi parce que ça forme au public cible de la nouvelle génération, et que c'est ça le travail de Présence Suisse. Pas que la nouvelle génération, mais Présence Suisse, c'est une agence qui appartient, enfin qui a plusieurs étapes, mais qui fait partie du DFAE, donc du ministère des Affaires étrangères suisse, et que je dirige depuis 2-3 ans. Ok. En fait, officiellement, j'ai fait une phase d'intérim pendant 1 année et demie et officiellement nommé le 7 juin 2024. Voilà. Et j'ai travaillé déjà depuis une dizaine d'années dans Présence Suisse, et c'est l'agence qui a pour mission de promouvoir l'image de la Suisse à l'étranger. Ok. Et il y a une loi qui définit ce qu'on fait, qui est la loi sur la promotion de l'image de la Suisse à l'étranger, une ordonnance aussi, et qui définit les bases de ce qu'on doit faire. Et une des phrases
qui est assez rare dans une loi, c'est qu'on doit générer de la sympathie pour le pays. Donc c'est marqué sympathie dans une loi. OK. Souvent, je fais ce gag-là, je le dis sans avoir étudié l'ensemble du codex, mais a priori, il y a peu de lois qui emploient le terme de sympathie, ce qui nous rend déjà sympathiques, pour être un peu en doublon. J'aime bien Et l'idée. J'aime bien le concept. c'est plutôt une idée jolie, mais après, c'est pas euh, sympa pour être sympa, c'est aussi sympathique pour créer des opportunités pour le pays. C'est quand même une agence qui est au service de la défense des intérêts de la Suisse. Mmh. Donc on part du principe que plus nous sommes sympathiques et respectés, parce que l'amour et le respect sont deux choses complémentaires, mais sont pas tout à fait sur le même plan, mais donc mon travail, c'est de renforcer une perception positive, juste du pays aussi, c'est-à-dire informer sur le pays, Mmh. de le faire sans mentir et sans cacher qui nous sommes. C'est-à-dire que nous disons toujours quand nous communiquons que nous sommes le gouvernement suisse, ce qui n'est pas un détail aujourd'hui dans le bruit ambiant et avec la montée en puissance des agences de soft power, qui est notre domaine un peu historique. Le soft power, c'est ce qui n'est pas lié à la force brute, Mmh. mais qui est ce pouvoir doux dans lequel on évolue, euh, et qui est enfin, ça prend des investissements très importants de beaucoup de pays dans le monde pour travailler sur leur image. Nous, en tout cas, on est très précis sur le fait que nous disons toujours qui nous sommes, qu'on ne va pas mentir, mais que par contre, bien sûr, mon métier, c'est plus de mettre en avant nos forces que de faire une autocritique publique à Mmh. l'étranger. Ça, Mmh. c'est des choses qui sont saines pour les pays d'avoir une autocritique, mais ce n'est pas le travail de Présence Suisse. Donc, c'est une agence basée en Suisse, nos bureaux sont à Berne, et qui travaille avec tout le réseau des ambassades de Suisse dans le monde. Et OK. aussi, on en parlera avec les Swiss Next, avec les Business Hub, avec Swiss Tourism, avec tout ce qui peut avoir Suisse dedans, Voilà. qui travaille en partenariat aussi avec les entreprises privées, selon les projets. Et parmi les produits de communication, les plateformes de communication que nous gérons, qui sont les plus connues, il y a les maisons suisses pendant les Jeux Olympiques et les pavillons pendant les expos universelles. Et du coup, My Switzerland, et toutes ces chapeaux ils sont à côté de vous ou sous votre chapeau? Ou Non, c'est la donc quand tu dis Suisse. En collaboration. Suisse, on a un système très décentralisé, ce OK. qui fait le succès de notre pays, c'est-à-dire qu'on est le contraire de la France en termes d'organisation Mmh. politique, ce qui n'est pas une critique, même si actuellement le système politique français est un peu sous pression. Mais c'est très différent, c'est que la centralisation sur Paris où les pouvoirs sont concentrés plutôt, là, avec un rééquilibrage qui se fait, la Suisse c'est un peu le contraire Mmh. de cette structure-là, c'est-à-dire que les communes, les cantons et la confédération, on a un État fédéral, comme Mmh. les US par ailleurs ou d'autres, ce qui fait que la répartition des pouvoirs entre les différents niveaux est différente que dans les États plus centralisateurs, d'une part. D'autre part, on a un pays qui croit beaucoup au bottom-up, c'est-à-dire que le gouvernement central n'est pas là pour imposer aux autres des choses. Donc il y a quelque chose de très... qui n'est pas un manque de coordination, mais qui a une volonté aussi d'avoir différentes agences qui cohabitent. La différence, c'est que nous sommes, donc Présence Suisse, on fait partie de la Confédération Mmh. dans le premier cercle, c'est qu'on appartient pleinement au ministère des Affaires étrangères et et on travaille avec tous les départements. Mais là, on a après les autres acteurs de la Suisse à l'étranger dans le public. Il y a Suisse Tourisme et SJ. Donc Suisse Tourisme, assez simple à comprendre. Leur métier, c'est de Mmh. développer, c'est l'agence de marketing pour le tourisme suisse, en Suisse comme à l'étranger. OK. Et eux, leurs metrics, enfin leurs indicateurs sur le succès, c'est quand même beaucoup le nombre de nuitées générées Mmh. pour les destinations touristiques, etc. Donc, Suisse Tourisme est un mandat du SECO. Le SECO, c'est le secrétaire d'État à l'économie. Donc, ils appartiennent pas au premier cercle de la Confédération, c'est le deuxième cercle, c'est qu'ils ont un mandat de prestation avec le secrétaire d'État à l'économie qui définit leur agence enfin, leur rôle comme agence de marketing. OK. Pareil pour Switzerland Enterprise qui fait qui fait du soutien à l'exportation pour les PME. Ils accompagnent les PME pour entrer sur les marchés étrangers, en partie avec les PME qui financent ce Qui soutien. ça? Le Du- SECO? Non, ça Non. c'est SG, OK. Switzerland Global Enterprise, mais qui a Ouais. aussi un mandat avec le SECO. OK. Et il fallait pas ouvrir cette porte, ça peut durer 8 heures. Non, et ils font aussi la promotion des investissements. C'est comment est-ce que les entreprises, et il y a eu le cas récemment avec NEC, une entreprise japonaise qui décide de s'installer en Suisse pour OK. son bureau en Europe. Les Donc ça, accords. eux s'occupent de la promotion économique. Il y a la promotion du tourisme. Il y a Pro Helvetia qui s'occupe, c'est la Fondation suisse pour la culture, qui fait du soutien à la culture en Suisse comme à Mmh. l'étranger aussi. Donc il y a des agents spécialisés, on va dire, dans leur domaine, Mmh. tourisme, économie, export, culture,
Et puis après, pour simplifier les choses, il y a aussi des cantons qui, ensemble, ont des associations pour faire en promotion des intérêts économiques. Donc il y a ce multi-layer. Mais Présence Suisse, on est plutôt sur un temps plus long et sur l'image est quelque chose de plus intangible Mmh. que typiquement si l'agence de promotion des investissements à la fin de l'année peut dire 8 entreprises avec lesquelles on a travaillé sont installées en Suisse et ont généré tant d'investissements, c'est quelque chose qui est mesurable. Mmh. Dans ce cas, le nombre de nuitées est mesurable de manière plus claire. Et nous, on travaille plus sur voilà, ce temps long, sur qu'est-ce que la perception d'un pays pour avoir, in fine, un impact positif sur les décisions qui seront prises. Donc, on travaille avec eux pour être cohérent dans l'histoire qu'on raconte. Mmh. On travaille avec eux pour éviter les doublons. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de convaincre les gens que la Suisse est un pays magnifique et qu'il y a des montagnes. Swiss Tourisme le fait très bien. Mmh. De loin, pas que ça. Et c'est une des meilleures agences. La chance qu'on a, c'est que ce soit Swiss Global Enterprise ou Swiss Tourisme, les deux sont à l'international considérés parmi les meilleures agences dans leur domaine. Et ils reçoivent des prix OK, régulièrement pour ce qu'ils OK. font. SG, donc Swiss Global Enterprise, a reçu, ils sont dans le top 3 des meilleures agences de promotion économique. Swiss Tourism, enfin Swiss Tourisme a reçu aussi plusieurs fois des prix, notamment pour sa campagne avec Roger Federer, Oui, mais j'ai pas vu, que. ouais. Mmh. Et c'est vrai que c'est des professionnels, c'est une chance de pouvoir collaborer avec eux et qu'on essaye ensemble, enfin on se parle régulièrement pour voir, et on est complémentaires. C'est qu'il y a des projets, quand notre mission qui est l'image est compatible avec le business, on travaille avec Switzerland Global Enterprise. OK. On travaille aussi avec le secrétaire d'État à la recherche, la formation et l'innovation, qui est la maison mère de Swissnex. Mmh. Donc quand on a des projets qui sont sur la science, sur le business et sur l'image, on travaille ensemble et des fois moins. Donc c'est vraiment quelque chose à géométrie variable, mais on travaille ensemble pour ne pas avoir de doublons et investir l'argent public, parce que finalement une grosse partie de cela c'est financé par l'argent public. Comment est-ce qu'on emploie bien un franc d'impôt Bien pour sûr, avoir un retour sur investissement? bien sûr. Bon, en tout cas, ce qui m'épate, bon, moi, je suis suisse, donc non, mais ce qui m'épate, c'est que depuis que je suis arrivé ici, donc je suis arrivé il y a 2 ans. Mhm. Et c'est vrai que, voilà, on voit qu'il y a une vraie volonté de la Suisse, que ça soit par, Swissnex, que ça soit par les chambres du commerce, que ça soit par, le pavillon, à l'expo. On sent vraiment que y a je ne sais pas si c'est un biais cognitif, peut-être C'est un probable, peu, mais c'est un bon biais. mais c'est un bon biais dans le sens, par rapport aux autres pays où la France, bien sûr, avec qui je côtoie et que je rencontre beaucoup de monde, beaucoup de Français, ou même des pays un peu plus similaires aux nôtres comme la Belgique, ils sont nettement moins, je trouve nettement moins présents ou nettement moins poussent Alors, nettement moins. Heu, ça dépend un peu du. Alors, on a la chance d'avoir une image, c'est vrai que pour un pays de moins de 10 millions d'habitants, mmh on joue en Champions League, pour avoir une analogie un peu de foot. C'est que si on prend la valeur de la marque suisse et la perception de la Suisse, on fait partie des pays dont les gens connaissent l'existence. Ce qui n'est pas un détail. mh. C'est qu'à l'échelle mondiale, sur environ 200 pays qui composent l'ONU, il y a plein de pays dont, si on se dit les noms là, probablement. Alors moi j'adore ce jeu, donc on peut jouer au jeu des capitales et des pays un moment. Non. J'aime bien ça. Mais ça marche pas toujours. En plus, ça change. Non, mais voilà, la Suisse fait partie, est sur la carte des gens. C'est que le drapeau suisse est connu Mmh. aussi très largement, ce qui est pas rien, alors que bah, déjà, c'est un drapeau qui est assez unique de par sa forme. Enfin, quand on parle avec un designer, on a des 2 drapeaux carrés dans le monde avec le Vatican. Un petit fun C'est fact dans le podcast, hein. Euh, ah ça je savais pas, euh, tu vois? voilà. Qu'il y a 2 couleurs, qu'il y a la chromie qui est un plus. Donc, il y a beaucoup de choses autour du drapeau suisse qui est incarné. Euh, et puis, on a voilà, cette image globalement qui est bonne. Au Japon, particulièrement, on est des partenaires économiques importants et respectivement, c'est que c'est le premier marché en Asie pour la Suisse en termes d'investissement, que le Japon investit également beaucoup en Suisse. Donc, il y a une histoire qui est forte. Il y a des collaborations entre les institutions académiques suisses et japonaises qui sont établies, Mmh. qui fonctionnent bien. Si on prend le cas actuel, enfin, Kyoto University a des partenariats avec l'Université de Zurich, les PFL est très présente, les PFZ. Donc, il y a vraiment beaucoup d'institutions des deux côtés qui travaillent là-dessus. Et on a aussi des ambassadeurs qui sont assez extraordinaires. C'est avec les montres suisses. Quand on... C'est avec les produits qui portent l'image de la Suisse, avec un petit nouveau, entre guillemets, même si c'est plus si nouveau, mais On, les chaussures On qu'on voit partout dans les rues Ici, d'Osaka c'est ou de la Tokyo, folie, c'est quoi. une folie immense. Donc c'est tout d'un coup, et ça permet de diversifier notre image aussi. C'est qu'on était très fort sur l'horlogerie. Le fromage, un peu moins, mais parce que c'est plus une question de consommation japonaise, c'est pas le premier marché d'export. Non. C'est pas rien, mais c'est pas là. Le chocolat, par contre, hyper fort, si on voit la force de
de Lindt, par exemple, qui a ses Mmh. boutiques ici. Voilà, le café est là. Donc, on avait déjà beaucoup de produits qui portent l'image. Federer qui est sponsorisé par Uniqlo. Ça fait aussi des Ça combos. fait Donc, bon. donc, il y a beaucoup de choses qui sont là. Et notre enjeu à nous, c'est comment on part de ce qui existe et pour lequel je ne vais pas m'attribuer les mérites de Roger Federer. C'est présent en Suisse. Voilà, nous avons produit Roger Federer parce qu'on s'est dit qu'est-ce que. Non. Non, voilà, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui viennent et c'est très bien comme ça, qui ne sont pas gérées par nous. Nous, c'est comment on profite de ce qui est, de ce qui existe, Mmh. donc de la perception qu'on a déjà, qui est de nouveau plutôt positive au Japon, voire très positive, et comment ça nous permet de raconter une histoire qui va un peu plus loin dans le domaine où on est peut-être moins vu. Et typiquement, le pavillon, l'objectif, c'est d'en faire une plateforme pour promouvoir l'innovation en Suisse et qu'après les visites au pavillon, le grand public se dise ah, en plus, la Suisse, c'est innovant. Mmh. La qualité est déjà présente, c'est qu'on n'a pas besoin de convaincre les Japonais ni de la beauté des paysages, ni de la qualité. Et en fait, dans ma réponse, c'est aussi une imprécision, c'est qu'en fonction des générations, la perception de la Suisse n'est pas la même au Japon. Mmh. C'est-à-dire que les 50 ans et plus ont une image sans doute plus forte de la Suisse. C'est que pendant très longtemps, venir faire ce fameux voyage de l'époque Ouais. avec les tours opérateurs, on faisait le tour de l'Europe en 10 jours et la Suisse prenait 1 jour et demi ou 2 jours. Mais il faut comprendre aussi le nombre de jours de vacances qui étaient disponibles à Mmh. l'époque et ce que C'est ça toujours le représentait cas. comme investissement financier. Donc c'était plutôt quelque chose d'extraordinaire. La Suisse faisait partie d'un objectif. Voilà, je pense pour les nouvelles générations où le voyage est moins présent. Il y a quand même toute une question au Japon Mmh. que tu connais mieux que moi, mais qui est effectivement, si on voyage moins ou si on est orienté différemment vers le monde, le rêve de voyager en Suisse est vivant. Donc comment, avec une nouvelle génération, on positionne la Suisse différemment, mais aussi de manière aussi forte que ça a été pour la génération des parents, des grands-parents. Alors ils sont je dirais la nouvelle génération voyage peut-être un petit peu moins ou voyage différemment, Mhm. mais elle reste quand même, très intéressée. Je suis toujours épaté du nombre de gens que je rencontre qui sont allés en Suisse, et même, intergénérationnel. La première fois que j'ai rencontré ma femme, son grand-père était venu à Lausanne. Ouais, Ça a quand même fait incroyable, pour moi dans les années 60 ou ouais, enfin, inattendu. ça, c'est déjà ultra inattendu. Ses parents étaient déjà plus probables parce qu'ils ont vécu la bulle et ils ont déjà un petit peu plus voyagé à cette époque. Et c'est vrai que la nouvelle génération, il y a quand même pas mal, je rencontre pas mal de Japonais qui sont attirés et intéressés par la Ouais. Suisse. Et j'en ai rencontré aussi beaucoup, enfin certains, surtout dans la région ici, qui travaillent avec la pharma et eux, c'est plutôt des voyages professionnels et business. Mhm. Donc, c'est vrai que pour le moment, j'ai toujours une belle, aura autour de la Suisse, Il y a donc un petit avantage. Mais après, la France a ça aussi, c'est qu'il y a aussi une image, enfin, on n'est pas seul sur le marché, mmh et que moi, je pense que la France a une image qui est très liée au luxe. Si on analyse un petit peu d'où oui. viennent les perceptions, c'est clair que le pavillon français qui est à l'Expo est quand même très fortement sponsorisé par des grandes marques de Mmh luxe mh. français, dont nous ne citerons pas le nom là, puisqu'ils ne sponsorisent pas le podcast. Non, bien Mais sûr. enfin, qui font des sacs à main ou de la bagagerie. Non, mais il y a effectivement, je pense que c'est aussi, il y a un glamour dans la perception de la France qui reste très forte et que ça reste extrême. Enfin, quand tu es dans les rues de Tokyo, enfin, Tokyo est encore plus français qu'Osaka peut-être, mais il y a quelque Oui, chose oui, de beaucoup. très de spectaculaire. Enfin, quand c'est français, c'est quelque chose de chic absolu. Ils ont su maintenir cette version-là de l'élégance. Les Allemands sont moins dans le glamour. Mmh. Par contre, sur la qualité, c'est plus un concurrent. Je pense que la valeur de la marque allemande, sur le fait que ça soit solide, que ça marche, voilà, c'est extrêmement fort aussi. Donc chaque pays a ses domaines de perception et des domaines plus ou moins forts. Donc c'est intéressant de comprendre notre propre perception, de comprendre celle Mmh. des autres et de voir comment on peut raconter des histoires un peu différentes. Donc je trouve, belle, belle histoire suisse. Mhm. C'est un pays extraordinaire. C'est un pays qui n'aurait pas dû exister. En plus. Non, on dit souvent, c'est un pays qui, si on devait dessiner le pays idéal, sans doute qu'on ne dessinerait pas un pays avec des cantons, 4 langues différentes, des gens enfin, de Saint-Gall à Genève, de Bâle au Tessin. Donc, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Et je le pensais déjà avant d'être payé pour le dire. Et je le penserai après. On a un pays qui a des défis comme beaucoup Mmh. d'autres, mais il y a quelque chose. Le miracle suisse, c'est un peu, il y a sans doute un peu un biais, mais il y a quelque chose d'assez fascinant dans ce pays qui, voilà, qui n'aurait pas dû exister, qui n'est pas l'idéal. Enfin, c'est avec l'ingénieur de pays qui, au début, trace la carte du monde. Je suis pas sûr qu'il aurait dessiné la Suisse. Mais que finalement, tout ce qui est un peu surprenant avec la Suisse fait que ça marche. Enfin, la multiculturalité, le fait qu'on ait ces différentes régions linguistiques, le fait qu'on ne se comprenne pas forcément sur tout, mais C'est qu'on vrai. va à l'essentiel, le fait qu'on est un peuple de paysans, des montagnes qui a dû s'adapter pour survivre et qui est très orienté sur les solutions. Euh, et qu'on a cette rigueur germanique pour être un peu caricatural, mais cette poésie
ou cette inventivité francophone au milieu de tout ça. C'est vrai que les Suisses allemands ne sont pas des Allemands, les Romans ne sont pas des Non, Français, les Tessinois sont définitivement pas des Italiens, et les Romanches ne sont pas pas ce qu'ils beaucoup, sont. mais, Pas euh, beaucoup. mais ils sont extraordinaires. Mais c'est ça aussi, souvent on rigole parce que les Romanches, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas cette particularité, c'est la quatrième langue nationale Officiel. suisse. Tu sais combien d'en parlent Mais c'est maintenant? entre 30 et 60 000. Ok, Ça donc ça dépend reste de... encore vraiment. Et il y a encore 5 dialectes, c'est-à-dire qu'en fait, il y en a 4, et puis on a essayé d'en créer un cinquième, qui était la lingua franca, pour dire ça, c'est celui qu'on peut écrire et qu'on va Ouais. employer là, mais qui est parlé de fait par personne, sauf que tout le monde le comprend. Et c'est vraiment... Et c'est intéressant parce que souvent, on se dit, mais à quoi ça sert? Et Mhm. qu'en fait, ça explique beaucoup la Suisse. C'est que quand la langue était... Enfin, c'est pas que la langue, mais la langue était... Quand elle est devenue officielle dans les années 30, c'est une façon de dire, restez avec nous, on vous aime. Mhm. C'était important d'intégrer ça, et que c'est ce qu'on fait au plus petit d'entre nous qui dit les valeurs d'un pays. Le fait que les minorités soient protégées, parce que les Suisses alémaniques, c'est autour de Soit 70, 70%. 70%, les Romans, c'est 25%, même si on parle comme Mhm. 80%, et les Romanches, c'est 0,5%. Mais c'est assez extraordinaire. Chacune de ces langues a des médias publics, alors proportionnels à la taille, mais Mhm. globalement, si nous n'étions pas dans la structure dans laquelle on est, les Suisses allemands ont la majorité. Alors après, les Suisses allemands, ça n'existe pas plus que les Romans. C'est-à-dire qu'il n'y Mhm. a pas un Suisse allemand qui pense la même chose que tout le monde. Mais... Donc la langue n'est de loin pas le seul critère. Mais Ok. par contre, le fait de protéger les langues, le fait de respecter ça, ça montre aussi l'importance avec les minorités linguistiques et régionales. Le fait que les minorités soient protégées, que dans l'équilibre des pouvoirs soit là, ça explique aussi notre pays, son rapport au Mhm. pragmatisme et dans ce respect de la différence. Ce qui est, Et puis l'autre anecdote, j'aimerais bien aussi noter, c'est vrai que ce qui est assez drôle quand on s'expatrie, Mhm. j'ai trouvé que j'avais une autre vision et j'en parlais un peu avec d'autres expatriés et c'est vrai qu'on a une vision aussi un peu différente du pays. Et pour mon cas, j'avoue voir plus le bon côté que les mauvais. Donc du coup, ça crée, je sais pas comment expliquer. C'est vrai que quand on est chez soi, bah, tout est normal en fait. Et puis enfin, ouais, c'est la normalité, Voilà, c'est effectivement. Enfin, ça. on n'analyse pas en permanence les Non, conditions dans lesquelles on vit. non. Et quand on s'expatrie, et là, on se rend compte que, ah ok, en tout cas, moi, je suis fier de la Suisse et Mais c'est bien de partir aussi. bah, Enfin, ça permet de se rendre compte ça. Ça ouais, puis permet ça de devient se plus rendre compte riche ça. aussi. C'est-à-dire qu'il y a... Je fais partie des mondialistes de cette génération qui... Et ce qui n'est pas anodin aujourd'hui quand on Mhm. voit des pays qui peuvent se refermer un peu partout dans le monde, mais le fait d'aller à la rencontre de l'autre, c'est un Ah, c'est... enrichissement. Enfin, j'ai pas besoin de convaincre un Non. couple mixte de ça, et que ça demande pas... Aller rencontrer l'autre ne demande pas de renoncer à soi-même. Ah, complètement. Donc Complètement. c'est... Puis après, c'est vrai qu'il y a certains Suisses de l'étranger, après un certain nombre d'années, qui sont plus conservateurs. Parce que Mm. certains qui ne reviennent que pour les vacances d'été ou pour des moments comme ça, aimeraient garder la Suisse comme elle était avant. Ah, Et c'est assez intéressant comme phénomène, et c'est aussi 2 ans, c'est encore court. Mais ceux qui sont partis depuis 30 ans, les gens qui me parlent de la Suisse et qui n'y vivent plus depuis 60 ans. mhm. Euh, et c'est passionnant de voir. C'est que forcément qu'ils ont une image de la Suisse qui est aussi différente de la réalité de celui ou celle qui vit à Lausanne. Ok. Et que tu as ces expatriés comme ça, c'est assez fascinant quand on voit les Suisses de l'étranger. Il y a une association des Suisses de l'étranger. Et c'est intéressant les discussions qu'il y a parfois sur ce qu'est la Suisse, ce que devrait être la Suisse. Ça... C'est un regard différent, mais qui est sain parce que ça interroge notre identité. Qu'est-ce qui est Mhm. vraiment la Suisse ou pas? Et c'est un exercice qui est assez passionnant. Alors, c'est clair que la Suisse est face à beaucoup de challenges, hein, parce que quand toi et moi, on est nés, je sais plus, c'était 6 millions et quelques d'habitants, Mhm. et presque 7 pour moi. Et Chez nous, il y avait 3 millions. Ah bon, mais tu, Mhm. tu as 103 ans? Bah ouais, Oui, bah oui. c'était un petit quartier, c'était sympa. Mais Puis maintenant, on est à 8, neuf, gentiment 9. ouais, Enfin, bref. c'est ça. Et il y a d'ailleurs une votation. Prochainement, il y a une initiative en Suisse qui va être votée sur le fait de limiter ou non le pays à 10 millions d'habitants. Ok. Et je ne prononce bien entendu pas sur l'initiative en tant que telle, mais ça montre aussi que c'est un enjeu. C'est qu'effectivement... Ah, c'est clairement, c'est toujours un peu, par exemple, dans ma famille, c'est un peu une bataille parce que c'est entre moi qui suis plutôt dans l'innovation future et moi je trouve ça quand même globalement positif parce que ça amène la croissance, ça amène du monde, on crée, on innove. Mais c'est clair, ça crée des frustrations que
Maintenant, pour faire à côté de Lausanne ou juste à peine traverser Lausanne, bah, il faut 1 heure de voiture, quoi. Enfin, C'est vrai que c'est mieux d'aller à pied, en vélo ou en transport en commun. oui, sauf que Lausanne, c'est légèrement en montée et en descente. Il y a les, mo- Il il y a est- les vélos électriques, ça a changé tout à Lausanne C'est vrai, c'est vrai. pour les bobos sous gare. Mais, mais, Mais mais c'est vrai que ça, on sent cet impact. ouais, Mais en même temps, de l'autre côté, on a su tous pu en profiter. Enfin, pas tous, mais une non, mais bonne globalement, partie, globalement. le niveau de vie moyen, l'espérance de vie, la qualité de vie moyenne en Suisse, comme dans beaucoup de pays par ailleurs, et globalement, si on compare par rapport à il y a 60 ans, du point de vue strictement statistique, Mhm, est sans doute meilleur aujourd'hui. Après, la discussion politique qui a lieu, et c'est une décision qui sera, dans le cas de la Suisse, arbitrée par le peuple, dans le cas de la démocratie directe ou semi-directe, et qui a un enjeu politique, c'est effectivement, est-ce que c'est toujours la croissance? mhm, C'est-à-dire qu'on peut croire à une croissance infinie absolue, ou d'autres qui considèrent que le territoire a une taille donnée, et que l'équilibre aujourd'hui n'est plus forcément là. mhm. Euh, Finalement, c'est à chacun de juger pour lui. Moi, j'ai grandi en Gruyère, euh, la région du fromage, et je voyais la plus grande fromagerie quasiment Ouais. depuis chez moi. Mais quand j'étais gamin, c'était relativement compliqué. Il y avait l'autoroute qui était arrivée. On dirait que je parle de Ouais. 1933. Alors, 1933, non, l'autoroute arrive au début des années 80. Développement économique s'ensuit. J'étais un migrant économique intérieur parce que ma famille s'est installée à Bulle justement parce que mon père Voilà, travaillait pour une exact. entreprise industrielle. Mais c'était encore... Ça, la ville de Bulle était beaucoup plus petite, elle avait moins de 10 000 habitants. Et aujourd'hui, c'est entre 25 et 30 000. Donc, dans l'espace de 40 ans, ça a triplé. Après, avec des fusions de communes, etc. Mais c'est un exemple assez fort d'une croissance accélérée avec des enjeux d'identité. Parce Mhm, qu'effectivement, passer d'une région où les gens qui étaient là avaient grandi ici, étaient nés ici, étaient à l'école ici, à avoir davantage de personnes qui viennent d'ailleurs, mais même ailleurs dans le canton ou ailleurs en Suisse, c'est même plus ouais. la question. La définition de l'étranger, c'est l'autre. Et parfois, un Zurichois peut être un étranger ou gruyère. Non, mais il y a cette dimension-là. Et effectivement, c'est des questions légitimes. C'est quand on a grandi dans un espace. Appenzell, c'est la même chose. Pour celles et ceux qui ont la chance d'être allés une fois à Appenzell, Mhm, ça ressemble à une carte postale hallucinante. mm, mm, Alors, qu'on peut détester, adorer. Bah, je trouve ça assez fascinant, mais déjà c'est beau. mhm. Hein, et que c'est pas illégitime que ces gens-là s'interrogent sur leur volonté d'ouvrir tout et de rentrer dans un développement sans borne, Indéfini. en disant voilà, nous ils veulent protéger aussi quelque chose qui existe et leur convient. C'est très difficile d'arrêter le développement, c'est-à-dire que de maintenir un certain niveau, c'est Mhm, très compliqué de se dire oh maintenant on est bien là, on arrête là. Assez vite, si on s'arrête, ça risque de redescendre ou se remonter, et c'est tous les débats qui auront lieu. Mais il y a globalement, je pense de toute façon au niveau général, effectivement l'interrogation sur la capacité des infrastructures, sur si on passe 2 heures par jour, 3 heures par jour dans les bouchons. mm. Mais c'est les mêmes questions qu'on a aussi autour de Paris, enfin, dans les grandes villes, c'est quelque chose d'habituel. La question vient plus en Suisse aujourd'hui, parce que le développement économique a densifié le territoire, avec une grande partie du territoire qui est quand même couvert par des Alpes. Donc on ne peut pas commencer. Alors on sait Non. très bien faire des tunnels dans les Alpes, mais je pense qu'on ne va pas en faire chaque semaine. Donc il y a quand même sur l'infrastructure, sur est-ce qu'il y a 4 fois plus de gens sur la même voie de train, jusqu'où on peut faire des trains plus longs. Donc il y a tous ces enjeux-là, et qui sont des enjeux qui sont discutés politiquement, Mhm. au niveau cantonal, au niveau fédéral au Parlement, au niveau du Conseil fédéral, etc., qui font souvent l'objet de votes. Et qu'on est dans un moment là, effectivement, de est-ce que l'équilibre entre le bénéfice du développement économique ou le coût du développement Mhm. économique, est-ce que cet équilibre-là est toujours le bon? Ça reste un challenge. Après, c'est vrai que pour ceux qui comprennent pas non plus la Suisse, ça reste quand même des Ouais, développements sur du temps long. ouais, Quand je compare au Japon, dans le sens, au Japon, ici, il y a beaucoup moins de lois qui freinent le, le développement économique. ouais. On voit, moi, je peux faire un bureau dans un appartement en un claquement de doigts. On peut détruire un bâtiment demain. Bah, juste là à côté, ils en ont détruit un en 2 semaines. Et 3 mois plus tard, il y a un immeuble. Et ça, ils ont cette capacité à très vite répondre aux, comment dire, Au besoin. aux besoins, exactement. Mais par contre, ça crée quelque chose d'un peu aussi spécial au Japon, hein, de très contrasté, où vraiment le côté Appenzell, il existe peu ou pas beaucoup, hein. Bah, oui, il y a Kyoto, oui, il y a quelques Ouais. parties du Japon qui sont restées très conservées.
Mais par contre, dans les grandes villes, pas du tout, hein. Ça, Mais ça a des pour et des contre. c'est ça. C'est-à-dire que ceux qui veulent entreprendre plus vite en Suisse regrettent souvent l'inertie qu'il peut y Mm. avoir. Euh, et c'est très difficile, c'est intéressant, ça serait un autre podcast, mais c'est sur non, mais ces équilibres à trouver la fréquence qui correspond aux besoins. Mhm. Et sur le Japon, ce qui est paradoxal, c'est le sens de l'histoire japonaise qui est très fort, Mhm. où il y a quand même des éléments relativement conservateurs et la fragilité du moment dans certaines constructions. C'est qu'il y a effectivement le vieux Tokyo. Mhm. Ah, il n'existe pas, hein. Et est-ce que c'est grave ou pas? C'est qu'on a un rapport européen à vouloir conserver en partie la pierre. Mhm. On veut les aider à ça, et que finalement l'impermanence reflète aussi une partie de la spiritualité ou de l'approche de chacun des pays C'est sur ce qui est ça. ancré, là où sont placées les valeurs. Et que donc il n'y a pas de hiérarchie dans ces choses-là, mais effectivement ça peut être vertigineux pour un Européen qui, à chaque fois que je reviens au Japon, et ça c'est vrai, il y a des paysages que je ne reconnais plus dans les villes, où il y a des quartiers où je me dis mais qu'est-ce qui Ah, s'est passé? c'est... Et tu te retournes, mais qu'est-ce qui s'est... Alors que effectivement dans d'autres régions, enfin à Paris, je suis moins dépaysé. Il y a ces arrondissements qui n'ont jamais changé, et c'est voilà, mais c'est assez fascinant. Et la Suisse oscille entre tout ça, déjà parce qu'on a des grands architectes, donc on aime bien construire, Mhm. mais qu'on aime bien conserver nos vieilles pierres, nos chalets d'alpage. Après, comment est-ce qu'on transforme un vieux chalet d'alpage? Je sais qu'il y a quelque chose aussi d'assez suisse là-dedans. Ces chalets dans les Mayens en Valais, Mhm. où beaucoup d'architectes ou de designers Essaye. les transforment quand ils ont des permis ou pas. Mais c'est des enjeux tout le temps. Il y a des retours de balancier. Mhm. Dans les années 80, où il y avait beaucoup moins de surveillance, beaucoup moins de règles en Suisse sur ça, ce qui fait qu'il y a des choses plus ou moins intelligentes qui ont été faites, plus ou moins poétiques, Et plus ou moins dans le respect des paysages. c'est vrai. Je ne prononce pas, mais on constate simplement qu'il y a ça. C'est un Et que constat. maintenant, il y a le retour de balancier où on peut plus rien faire et on risque de faire de ces endroits des musées. Mhm. Et je dis pas que c'est mieux, mais c'est effectivement, il y a ce satisfaire tout le monde est compliqué. Ça, c'est sûr. Mais ce qui est bien, c'est que, voilà, je pense qu'on arrive toujours, en termes politiques, trouver un équilibre et une certaine harmonie. Ah, ce qui est intéressant, c'est que sur le Sur le système, long terme, j'entends. ouais, puis sur le système poétique suisse, c'est un système qui est basé sur le compromis. Mhm. Et que toute la logique, c'est, mais même dans les partis au Parlement, au Conseil fédéral, c'est quel objet réussira à réunir une majorité du peuple sur un vote. Mhm. Et que cet art du compromis, il repose aussi sur le fait, sur la règle du jeu de base, qui est que même quand on perd, on reste à table. Mhm. C'est comme quand on est enfant et qu'on apprend à jouer. Moi, j'étais un très mauvais perdant. Prie d'excuser ma sœur de l'avoir assommé une fois, j'ai perdu au Uno. Ça m'a dévasté. Mais au fur et à mesure, Ça- j'ai appris, et que c'est quand même cette chose-là, c'est que d'autres pays font des référendums et ils choisissent tout de suite le niveau ultime. On prend l'Angleterre, Mhm. ils font un référendum tous les 50 ans, 100 ans, et ils choisissent le Brexit. C'est que nous, on s'entraîne quand même sur les cornes des vaches Voilà. ou sur le fait de la limitation de vitesse. Et que c'est fondamental, c'est que les référendums ou les initiatives en Suisse, globalement, ne fracturent pas le pays en fonction Non. des résultats. Il y a eu quelques cas, notamment l'adhésion ou non à l'espace économique européen en Mhm. 92, 92, où là, il y a eu au sein du pays des dissensions assez fortes avec la mobilisation, mais la plupart, on vote 4 fois par an sur entre 2 et 4 sujets ou 5 Commence à sujets, être habitué. et qu'on accepte ça. C'est-à-dire que de nouveau, gagner, c'est facile. Mm. C'est-à-dire qu'on trouve la démocratie formidable quand tout le monde est d'accord avec soi. Rester quand on n'a pas une majorité, c'est encore plus fort. Il y a cet élément-là en Suisse qui donne parfois cette impression de temps long Mhm. ou de lenteur, pour être précis, parce qu'on se dit, voilà, ça avance pas beaucoup. Mais une fois que c'est décidé et que ça a été voté par le peuple au Parlement, ça a une valeur et on ne revient pas tous les 2 jours. Alors ça revient en fonction des Mhm. époques, parce qu'il y a des sujets qui évoluent. Mais globalement, il y a quand même, effectivement, une fois que le résultat est passé, on dit, bon, bah, on a discuté, on a choisi, on passe à autre On y chose. va. Et ce qui est marrant, c'est que aux Japonais, les Japonais sont un peu comme ça aussi. Alors, pas dans le système politique, parce qu'ils ont un système politique plus similaire à l'Angleterre. Avec la Mais, diète. mais par contre, dans le système de fonctionnement du business et le système, ils sont vraiment dans l'harmonie. Et ils sont aussi, c'est ça qui est un peu paradoxal ici, c'est que à la fois il y a eu on essaie de comprendre et un peu d'analyser comment ils ont réussi à faire cette bulle extraordinaire dans les années 90. Et en fait, où à la fois c'est très lent et très rapide. Ouais. C'est-à-dire, ils vont aller énormément dans les détails.
et tout le monde doit être d'accord, du plus haut au plus bas, entre guillemets. Mais par contre, quand c'est décidé, ça Bon, on fonce. a vu ça avec l'expo. C'est que l'expo a pris du temps pour se mettre en route Ouais, mais après ça et que quand on est enfin, mais après de toute façon toutes les grandes manifestations partout dans le monde, les jeux olympiques, les expos, on se dit toujours: «Ça sera pas prêt le jour de l'ouverture». Ça fait partie de l'ADN de ça, comme quand on déménage, enfin, c'est humain de ça et qu'avec l'expo, il y avait donc on savait que l'expérience fait qu'on sait que c'est logique que tout soit pas en place tout de suite, mais quand même, il y avait des discussions avec les organisateurs qui étaient plus longues qu'ailleurs, mmh aussi avec les entreprises locales pour la construction. Enfin, il y a pour un non-japonais, une forme de c'est ça. lourdeur apparente, mais qu'une fois que c'était réglé, le pavillon était construit, enfin, on s'est retourné, on est revenu, il était là. C'est Donc il y a effectivement là, il y a une vitesse d'action, il y a ce moment un peu comme une ruche où on comprend mmh. pas ce que tout fait, enfin qui fait quoi, à quel moment, il y a mais après l'image est là. Donc il y a quelque chose d'assez, fascinant dans Ah, dans cette méthode japonaise. c'est un peu troublant. Parce que moi, je travaille quand même beaucoup avec, aussi des entreprises, italiennes, entreprises, françaises ou allemandes et c'est vrai que ça c'est toujours assez intéressant de comparer et de comprendre, que, un peu l'image qu'on pourrait avoir, en Italie où on donne un morceau de plan, ils feront le projet, ils le feront au mieux et ils le feront quand même bien. Ouais. Il manquera toujours un peu une vis ou un morceau, mais ça le boulot sera fait. Et alors qu'au Japon, je suis en train de construire ma maison, pas très loin d'ici. C'est Félicitations. Merci, c'est incroyable. Je l'ai pas ici, j'ai un bouquin de détails. Pourtant, je suis du métier. Ouais, C'est ce que je fais tous les jours, mais je vais jamais dans un niveau de détail comme celui-ci. ouais. Un bouquin entier pour une maison en bois. On a dû décider, du papier peint, 8 mois avant, qui est même pas, il y avait même pas un radier quoi, il y avait rien Mais il fallait choisir. et il fallait choisir et quand ça part 6 mois plus tard, la maison elle est là Par et contre, d'expérience, je pense que entre 2 changer le papier peint ah là, c'est pourrait avoir des conséquences voilà, sur le timing et on le voit aussi, c'est que chaque pays a ses timing et ouais, prix alors ça ouais. c'est vrai que par contre, ce que je voulais dire par là, c'est que si on continue à comparer, en Italie, si j'ai fait un croquis et puis que tout d'un coup je veux pas que cette, tasse soit grise mais elle sera verte. Mh. Va bene, Va bene, vai, è bello, dai. facciamo. E ici, ils vont te regarder: «Ah, c'est Marcel, ah, Titan» On a tous vécu et ce silence, ce moment de oui, que j'imagine bien. c'est on se dit: «Mais est-ce qu'on pourrait pas?» Tu as et il y a ce moment comme ça ouais, qui est magique. La première fois qu'on le vit, je trouve ça génial et mais j'aime ce pays profondément, hein. OK. Mais c'est que les premières réunions, Je pense que ça va être la parce science-fiction. qu'effectivement, on a fait si on prend le cas des expos, Ouais, bah, on peut aller à fond dans ouais, cette mais c'était on avait fait Milan, enfin on a fait, celle sur laquelle j'ai travaillé, on a fait Milan en 2015, mmh Astana, au Kazakhstan en 2017, une petite expo, 2020 qui en fait était 21 à cause du Covid, mais à Dubaï Dubaï. et puis, là, Osaka et c'est à chaque fois des méthodes. Alors on travaille beaucoup avec les entreprises suisses parce qu'un des leaders mondiaux de la construction temporaire est suisse, il s'appelle Nussli Mmh et ils ont gagné, qui ont fait, on fait pavillon suisse, pavillon suisse là et d'ailleurs. on fait aussi le pavillon autrichien qui ont fait encore, qui ont 5 ou 6 pavillons à Osaka et c'est une des grandes entreprises dans le monde. C'est un savoir-faire particulier de pouvoir construire n'importe quel pavillon, n'importe où sur terre, dans le temporaire. Mais toujours avec des partenaires locaux, donc on travaille beaucoup, alors c'est pas toujours Nussli, il y a plusieurs entreprises suisses qui le faisaient, et on travaille avec les entreprises qui gagnent les appels d'offres, donc c'est les marchés publics. C'est pas forcément des Suisses, mais souvent, et c'est vrai que les Suisses Sont aussi pour sont bien positionnés, oui, puis parce que on a des questions de comme on demande certaines maîtrises de langue. On demande pas le suisse-allemand, mais l'allemand, l'anglais, les entreprises japonaises ont pas tellement postulé parce que c'était pas assez intéressant. Mmh. Notamment la question de la langue était un enjeu, c'est que de devoir changer la structure d'une entreprise japonaise pour répondre aux besoins était financièrement pas forcément rentable parce que c'est Mmh. finalement les très grandes entreprises, mais en fait, un pavillon à 15 millions ou 10 millions sur un chiffre d'affaires à l'échelle de ce qu'est le Japon, le niveau d'engagement nécessaire pour changer justement Mmh. des questions culturelles. Donc mais ça, on l'a appris, et c'était intéressant. Mais effectivement, d'un pays à l'autre, enfin, quand on fait l'expo à Milan, l'expo à Osaka, on est à d'autres endroits du spectre Mmh de la collaboration. Et qu'effectivement, va bene, dai, andiamo, on y va.
Après, la qualité était à Milan tout à fait bien, donc c'est pas mais c'est effectivement juste dans l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit. C'est pas bon, Le résultat final, il sera, bon dans les 2 cas. ouais, Bon, par contre, si c'est fait par des Japonais, ce qui est incroyable ici, c'est que c'est rarement bon, c'est parfait. Le parfait est quasi ouais. Non, il y a un atteint. soin qui est après, j'ai jamais vu d'aussi beau béton au ciment qu'au Japon. C'est Enfin, et tous les amis architectes. Alors alors que la Suisse est un pays très bon dans le béton. Enfin, on a une ouais. histoire du béton en archi Mmh. qui est forte, mais on est Ah des mais là, on on adore. est des stagiaires. Enfin, ce degré-là, atteindre ça, c'est Mais après, c'est la folie. Ici, il y a une expo sur Tadawando à Osaka, je sais pas si tu es allé la voir. pas Une belle expo, qui retrace, un petit peu tout son parcours sur l'architecture, parce qu'il est d'Osaka, Tadawando, donc le plus grand architecte du monde. japonais Ouais, du monde, même. du monde. Il a un style vraiment très béton, minimaliste. Mhm. Les détails des plans, c'est un truc de fou, quoi. Le maçon, s'il y a un maçon suisse qui voit ça, et Ouais, non, il part. Il dit, oh, pff. oh, d'abord, je crois qu'on va pas le faire. Non, mais Après, c'est Et- marrant, ça me fait penser. Une fois, j'ai eu le bonheur de visiter les ateliers de Sana ouais. et de rencontrer les fondatrices de ça. C'est intéressant parce que c'était quand même un peu le bordel. Pardon pour le vocabulaire, Ouais. mais c'était inattendu. Ah, Et c'est intéressant sur la perception parce qu'on est passé dans l'atelier des maquettes où on voit le degré, mais après, il y avait un petit peu de désordre. Et c'est intéressant, tu vois, on parlait de la ouais. perception de la Suisse, mais sur la perception du Japon, de ce côté extrêmement vrai. Il y a aussi un moment dans le processus, dans ces grands bureaux d'architectes, où ils laissent la place à un Ah, chaos même, créatif. même au Japon, enfin, c'est vraiment, moi je dis toujours que c'est une terre de contraste. On a cet extrême minimalisme ultra précis qu'on pourrait voir dans du Tadawando ou du Sana, Mhm. et, euh, et cet extrême, on va dire, bordel qu'on pourrait trouver même juste dans la rue en bas, Ouais. rempli de choses, Chaos, on va dire. chaos. Ouais. J'ai fait une interview avec Joséphine qui fait du graphisme. Ouais. Et elle m'expliquait que par exemple dans le graphisme, on le voit aussi très bien. Dans le graphisme, tu vois juste le logo avec le tampon magnifique, une petite typo. Et puis derrière, tu reçois les bouquins. Ouais. Et elle m'expliquait que le japonais voulait, il n'arrive pas à donner, il a besoin de donner toutes les informations. Ouais. Donc il y a Exhaustif. c'est ça. Et je le vois aussi avec, même avec ma femme ou ma belle famille. J'étais aussi surpris. Moi, j'avais cette image, la première fois que je suis arrivé au Japon, bah, je m'imaginais ma belle famille, comme tout est Ouais. nickel, rangé, classé. Calme, serein. Puis en fait, pas du tout. C'était pas le bordel, mais un bordel organisé, mais ça Ouais. restait beaucoup plus vivant que Ouais. l'image que moi je m'étais fait. Et le Japon, c'est ça. Ouais. Et Mais chaque pays, enfin, dans le business, c'est intéressant, c'est que chaque pays vaut plus que sa caricature. Et ça, que c'est clair. c'est normal d'avoir des clichés. Mhm. On est tous pareils. L'être humain va forcément, enfin, si je dois décrire, enfin, si on se connaît pas et qu'on se retrouve dans la rue. Alors ici, c'est plus facile quand on s'est croisé dans la rue, quand tu es venu me Ouais, chercher. là, Je savais avec qui j'avais rendez-vous, sans voir la photo. La probabilité qu'on se reconnaisse était assez élevée. Déjà, j'avais l'air un peu perdu et que c'est pas tu comme avais ça un que air moyennement local. Donc les gaijins se retrouvent ensemble, c'est formidable. Mais si on doit décrire quelqu'un, on commence toujours par dire il est grand ou elle est grande, il est petit, petite, il va s'habiller comme ça. On commence rarement par il a une approche philosophique de la vie plutôt basée sur l'impermanence. Donc, D'accord. et qu'on est forcément et que c'est un rapport parfaitement humain. Mhm. L'enjeu, c'est pas de rester sur le cliché. L'enjeu, c'est pas de rester sur une description strictement physique des choses ou premier degré, mais que c'est normal de rentrer par là. Et Mm. donc forcément, et en plus avec le Japon, ce qui est particulier, c'est que la langue et la maîtrise relative de l'anglais dans un certain nombre de générations japonaises, mais comme la maîtrise relative du japonais par beaucoup de gens dans le monde. Donc c'est toujours la même chose. On dit, il ne parle Ouais. pas anglais, ouais, mais on parle pas japonais, donc il n'y a pas de... Et parlons-nous anglais, c'est encore une question. Est-ce qu'on parle bien anglais ou pas, c'est une autre question. Mais il y a encore ce gap-là qui renforce les clichés. C'est-à-dire que si on avait... Il y a d'autres pays qui ont une langue qui est plus accessible. Ne serait-ce que pouvoir la lire. Enfin, il y a Mm. un certain nombre d'éléments. Mais c'est un biais européen de dire ça. Là, si j'analyse un peu, ça crée encore un mystère supplémentaire. Parce que la plupart des étrangers qui ne sont pas nipponisants, moi je fais des réunions, alors je suis très fier quand je comprends un truc. Mais Tout d'un coup, je comprends des choses à force de venir, il y a ouais. quand même puis le contexte, etc. Mais quand même, globalement, il y a des réunions dont je sortais sans savoir si c'était une bonne ou une mauvaise réunion, ou si on avait un deal ou pas. On me dit, ah non, c'était bien. Ah. Ah. Mais là même, vraiment, ça a été un peu... ah, ok.
et que le truc là, ça renforce forcément le cliché et que dans l'expression, surtout quand on rencontre les senior managers Mmh. d'entreprise qui sont quand même globalement plutôt des hommes relativement âgés, ça reste quand même dans la pyramide assez forte. Il y a une dureté apparente et on a enfin, de comprendre, il y a un protocole qui est très fort et ça renforce ce côté d'austérité, japonaise ou de distance et quand après on comprend ce qui était discuté, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Donc Mais même eux, je sais pas, on parlait de ça, parce qu'il y a beaucoup de lectures, qui est comme c'est des personnes qui sont pas très expressives, en général, le japonais au business, hein, ouais, je parle. Le japonais au bar, ouais, pas la même. c'est pas la même chose, mais ou même à la famille à Osaka, c'est pas la même chose. Mais le japonais, on va dire vraiment pur business, même eux, des fois, je sais plus, avec un copain entrepreneur, il me racontait qu'il prenait des fois, sa femme ou un japonais, puis il dit: «Tu as compris, la nuance?» Parce que c'est très Ouais. nuancé, très, très difficile à comprendre, et même eux, entre eux: «Non, j'ai pas compris». Ça, il faut Heu, interpréter ce donc truc-là, mais ce qui est ouais, qui est presque un sport. ouais et encore c'est différent à Tokyo, Osaka. Ah bah, complètement, et même à Kyoto. Ouais. C'est juste une petite pause dans cet épisode pour vous dire, si ce que vous entendez vous plaît, pensez à partager ce podcast autour de vous, à un ami, un collègue ou quelqu'un que ça pourrait inspirer. Et si vous laissez une évaluation ou un commentaire sur votre plateforme préférée, ça m'aide énormément à le faire connaître. Merci pour tout et on retourne à l'épisode. Osaka, j'aime bien les comparer aux Napolitains, beaucoup plus ouverts, beaucoup Ouais, plus bruyant, bruyants, ouais. Par contre marchands. très désordonné. Ça, c'est le truc toujours Bah, ça le va. cliché. Non, mais quand tu arrives dans le métro à Osaka, enfin, Mm, ou alors quand tu sors, quand tu pris le Shinkansen à Tokyo Station et que tu arrives à Shin-Osaka, tu pas dans le même pays. non, Le degré de discipline n'est pas le même non. entre les 2 et la première fois que j'ai fait ce trajet-là, je me suis dit: «Mais j'étais mandré parce que et en plus, c'est ça, c'est qu'il y a pas un Japonais. Enfin, c'est un pays qui est immense, Mm. avec une population qui est, c'est quand même un des grands pays dans le monde. Alors Quand même qui 120, 120 120 millions, millions qui d'habitants. baisse un peu chaque année, mais globalement, c'est quand même un très grand pays avec une densité, surtout dans cet axe, qui est très fort. Enfin, et et de dire ça, c'est le Japonais, c'est comme dire ça, c'est le Suisse ou la Suisse, c'est compliqué. Ouais. Mais ces différences entre les villes, alors qu'en fait, c'est 2 heures et demie de trajet en Mm. Shinkansen, c'est des mondes qui sont quand même très, très différents. Bah, c'est la même chose chez nous. C'est vrai que quand tu compares, bah, déjà même juste un Suisse allemand, même juste après Fribourg, Ouais, juste Genève et Lausanne. voilà, ou même juste Genève et la Lausanne. Donc pour eux, de Sapporo, d'Osaka à Tokyo, et puis sur les îles d'Okinawa, c'est deux mondes. Que ce soit en nourriture, que ce soit en personnalité, en personne. Gestion des émotions et c'est pour ça, quand on est sur les clichés, c'est que quand on est de très loin depuis l'Europe, il y a le Japon, Mm, mais comme pour les Japonais, il y a l'Europe. c'est Je trouve ça. ça génial. J'étais à Hong Kong ce week-end, enfin sur la route, pour ici, je me suis arrêté à Hong Kong et j'ai croisé une étudiante, en architecture de Ok. l'université de Hong Kong, qui venait à Osaka cette semaine avec son cours, Mhm. hyper content d'y aller à Osaka. Puis on lui dit: «Ah comme ça», puis elle nous dit: «Ah vous venez d'où?» Puis on dit: «Bah qu'est-ce que vous pensez?» Puis elle dit: «Ah pour moi vous ressemblez tous». Et je trouvais ça génialissime, parce que c'est toujours de nouveau et que dans le cœur de notre métier, il y a aussi ça de déconstruire Mm. nos évidences et nos biais. Pas oublier qui on est, mais de s'adresser à l'autre en faisant ce changement d'axe de caméra et qu'effectivement, la communication qu'on fait à Osaka pour le public. Alors l'expo, c'est différent parce que les gens viennent de partout au Ouais. Japon. Mais globalement, quand on a fait beaucoup de communication à Osaka, on a un focus sur le Kansai parce que la région est déjà en elle-même suffisamment grande et que le message est plus commun et qu'on ne parle pas de la même chose ou on ne parle pas exactement la même chose à Osaka ou à Tokyo. Mais ce qui est logique, on ne parle pas de la même manière à Paris et à Berlin. Et en C'est- termes de distance, c'est pas très éloigné, puis en termes de population, c'est pas très éloigné. Donc il y a tout ce travail-là. Alors c'est le même pays, il y a quand même il y a un Mm. fil rouge. Mais c'est dans chaque pays où on va, il y a ces réflexions à avoir euh, sur comment on s'adresse à qui. Mais ça prend du temps, ça prend du temps. Bon, pareil, la première fois que je fréquentais ma femme, donc moi je connaissais pas du tout le Japon, enfin à part les sushis, mais je suis tombé dedans par amour. Et c'est vrai que bah, nous on avait ce cliché bah, ils sont asiatiques. Puis voilà, il faut du temps pour comprendre. Ah mais puis maintenant je peux même quand mes parents ils arrivent, ils arrivent pas à dire mais lui il est chinois ou coréen pour toi? Bah il est asiatique. Alors que maintenant Alors avec que les quand années même, je rien à voir.
Ah bah, rien à voir. C'est comme si Les Coréens, enfin, je te montre un Russe, et toi à côté, il y a de fortes chances que je puisse faire la différence. tu penses que je viens d'où? Ah, tu vois? En plus, ça aussi, c'est aussi Ça, c'est dur, difficile. là, hein? Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Donc, c'est tu peut-être des origines latines, mais non? Tu crois pas? C'est marrant. C'est C'est je sais pas. c'est pas Mais alors pour nous, les c'est encore Iraniens différent. pensent que je suis iranien, les Maghrébins pensent que je suis maghrébin, les Suédois pensent rarement que je suis suédois et ma compagne est à moitié danoise, donc notre fils ressemble à un Danois, donc on pense que je suis la nounou, donc on se ressemble, mais non, alors je suis d'origine allemande, OK. mais du sud de l'Allemagne. Ah non, c'est pas Pas Majorque, hein, Baden-Württemberg et la tête, enfin, j'ai la tête de mon père, de mon grand-père, enfin, c'est toutes ces lignées viennent quoi? de l'Allemagne. Ouais, peut-être ça vient d'ailleurs avant, mais c'est intéressant de Donc déjà, même nous, c'est déjà c'est difficile. ça. Et alors après, c'est vrai que même moi, si tu me montres plusieurs asiatiques, je vais pouvoir différencier ceux qui sont dans des extrêmes. Ouais, les C'est-à-dire, archétypes. voilà, les archétypes du chinois, du japonais et du coréen. Mais je croise plein de Coréens où tu n'arrives pas à comprendre si les japonais ou coréens, hein, tu les Bah, c'est vois. formidable. Waouh, c'est ce qui est Non, formidable. mais moi, je trouve ça Moi, ça exa me fascine, ça me bah, fascine. ouais, mais comme tu sais, sur photo, entre un Parisien et un Berlinois, Il y a aussi peu de chance. enfin, c'est très, bah, Sauf s'il est roux ou il est blond. ouais, mais c'est quand même assez rare. C'est vrai. Enfin, C'est vrai. effectivement, il y a les archétypes, il y a des morphotypes qu'on peut retrouver comme ça, mais il faut se méfier de ça. Dans l'histoire, ça n'a pas toujours été positif. Non, on est d'accord, on est d'accord. Voilà, donc l'expo. L'expo. Donc, Alors, j'aimerais un peu comprendre, bah, bien sûr, un petit peu les débuts, déjà, pour comprendre, bah, un petit peu comment est construit, parce qu'on parle quand même sur un temps de 5 ans et 6 mois d'expo. Mmh. Et donc là, par exemple, pour la prochaine, Ariane, vous êtes déjà en train de préparer la prochaine expo, ou pour vous, il y a 2 ans qui passent et... Non, il y a un processus politique d'abord, c'est Ok, la décision d'y participer ou pas. ah, déjà. Donc Ça, là, c'est voté? ouais, Ok. et ce sera voté au Parlement, Mhm. enfin dans le calendrier qui arrive. Là, on a reçu formellement l'invitation des organisateurs de l'Expo Riyad, qui ont écrit à la présidente de la Confédération, Karine Keller-Souter, cette année, pour inviter officiellement la Suisse à participer à l'Expo de Riyad. Sur cette base-là, après l'accusé de réception, notre travail, notre présence suisse, c'est de analyser ce que ça pourrait être. Donc on est dans cette Mhm. phase-là d'analyse sur quelles sont les thématiques de l'expo et de faire le tour de la Confédération des départements, de tous ceux qui ont des intérêts, pour voir quels sont les intérêts de la Suisse. Enfin, un mapping, comme on l'a fait pour Osaka, un mapping de, voilà, ça c'est les intérêts de la Suisse en Arabie Saoudite. Ensuite, ça passe au Conseil fédéral, qui est sur la base du travail de préparation qu'on aura fait avec les autres Y compris départements, budget, ou même pas y compris encore? budget. Ok, Donc on évalue des budgets pour ce projet. pour ce projet. Et puis, ça passe au Conseil fédéral qui dit oui, nous chargeons Présence Suisse d'étudier ce que ça pourrait être et surtout de préparer un message pour le Parlement, Mhm. ou non, pour des raisons qui appartiennent au Conseil fédéral, nous ne souhaitons pas participer à l'expo de Dubaï, de Riyad, pardon. Et pour chaque expo, c'est la même chose. Est-ce qu'il y en a qui n'a pas participé Dans les depuis? grandes expos, depuis que Présence Suisse est en charge des dites expos, donc depuis Aichi, Mhm. en 2005, toutes les grandes, parce que les expos, il y a deux types d'expos, il y a les expos A et les B. Les A, c'est comme Osaka, donc c'est 6 mois. Mhm. euh, et elles sont universelles, entre guillemets. Enfin, elles s'appellent les expos universelles. Et puis, on construit son propre pavillon. Mhm. Pas tous les pays, mais globalement, c'est un peu la règle. Et les expos B qui durent 3 mois. La prochaine sera à Belgrade en 2027. Et puis Astana était comme ça en 2007. C'est des expos qui durent 3 mois. Et on fait plutôt de l'aménagement d'intérieur, c'est qu'on loue une boîte vide Ok, qu'on vient aménager. ok. Mais il y a une expo qui était prévue, qui était annulée à cause du Covid, mais il y avait une expo de type B qui était prévue en Amérique latine et le Conseil fédéral a décidé de ne pas y participer. Ok. Donc c'est pas automatique. Puis la question c'est est-ce qu'on y participe ou pas? Oui. Et puis avec quel budget? Mm. Et que on est dans des moments où la Suisse, comme d'autres pays, font face à des programmes d'économie pour maintenir. En Suisse, c'est qu'on veut maintenir les équilibres. Forcément que le pourquoi dépenser de l'argent public
sur une expo universelle. C'est ce qu'on travaille là. OK. Donc le calendrier idéal, c'est on prépare maintenant, ça passera au Conseil fédéral l'année prochaine, au début d'année prochaine, et en fonction de la réponse du Conseil fédéral, soit nous n'allons pas à Riyad, soit nous préparons le message qui passera au Parlement. On a le Conseil national, la chambre dite basse du Parlement, et le Conseil des États, Ça. chambre dite haute, passe en commission, et puis mais c'est un travail de 2 ans d'études. OK. Et puis en parallèle, on développe le projet, si jamais il doit se réaliser ou pas. Il y a des budgets, il y a du phasing qui est fait. Dans ces 2 ans, il y a déjà quand même un pré-concept, il y a On déjà, prépare on travaille beaucoup sur la question des besoins, parce que c'est toujours la même chose, c'est que dépenser de l'argent public euh, pour un pavillon, c'est un enjeu. Enfin, dépenser de l'argent Mmh. public, c'est un enjeu. Il faut être clair sur pourquoi on le dépense, quels sont les objectifs. Donc là, on travaille déjà sur quels sont les objectifs. Si on prend Osaka, ce qu'on a fait avant de faire l'appel d'offres pour l'architecture, enfin l'appel à projet, c'est qu'on a fait un mapping. Très vite, on a décidé que politiquement, l'axe principal, c'était l'innovation. Comment est-ce qu'on positionne l'innovation suisse au Japon? Et puis là, on a fait le tour des institutions académiques pour dire quels sont vos besoins, quels sont les sujets qui sont pertinents pour le Japon. Parce que venir avec un projet formidable, mais qui n'a aucun écho au Japon, pas très intéressant. Donc, comment est-ce que le pavillon, pour nous, le pavillon, c'est une plateforme, c'est un outil qui se termine le 13 octobre. Mais l'enjeu du pavillon, c'est comment il aurait été un accélérateur pour la défense des intérêts. Mmh. Donc, il y a l'immédiat, c'est le public. On aura vu plus d'1 million de visiteuses et visiteurs dans le pavillon en l'espace de 6 mois. Donc, c'est un gros écho. Il y a un écho médiatique, c'est-à-dire qu'on a une couverture médiatique du pavillon suisse qui est plutôt dans les bonnes couverture médiatique, mais il y a tout ce qu'on fait qui était moins visible, avec pas mal de... On avait 70 à 80 panels en 6 mois qui ont eu lieu avec des universités japonaises, des Ouais. partenaires en Suisse. Comment est-ce que ça... ce matin, il y a un panel sur la Mobifly, qui est un bateau à hydrogène qui se déplace sur OK. foil et qui se développe au Japon. Donc, ils font une partie très B2B sur invitation pour les personnes du transport, des transports publics, ou transport en commun. D'ailleurs, ça, j'étais étonné de cette partie, B2B Ouais. qui en fait, quand j'ai visité Milan, moi, je pensais que c'était une expo très, pardon de te couper, hein, reste où tu en es, mais c'est vrai que j'avais cette vision où, l'expo universelle, c'était un peu, voilà, cette, présence de différents pays et de promouvoir le pays. Et puis, en fait, en arrivant ici, en côtoyant tous les gens de la chambre du commerce, Félix de Swissnex, bah, j'ai vu tous les côtés, j'ai vu aussi certains plans, Mm. aussi avec les équipes de construction. Puis j'ai vu, purée, je sais pas, il y a certains pavillons, il y avait une dizaine de salles de conférence derrière, il y avait des bureaux, et en fait, il y a toute une grosse part, business, Mhm. qui est largement pas compris Ou ou qui n'est pas vu. pas vu, voilà, je dirais, Ce qui est peut-être pas OK. vu. Ouais, ce qui est OK, ce C'est qui que est pour le OK. grand public, le fait de savoir que derrière, enfin, dans nos salles d'événements, on a Les des événements qui sont délégations, plus B2B, délégations, etc., ça change rien à leur expérience. Et donc, on raconte, alors in fine, on raconte la même histoire à tout le ouais. monde, mais on raconte pas de la même manière. Et c'est des objectifs différents. Mais c'est essentiel justement pour ça d'avoir ces... Et le grand public est très important. Enfin, 1 million de visiteurs qui viennent dans le pavillon suisse, c'est une campagne de pub qui a, on a des retombées médiatiques. Quand on calcule l'équivalent de valeur publicitaire des retombées médiatiques qu'on a eu au Japon, on n'est pas loin du budget du pavillon lui-même, OK. dans retour Donc sur investissement. Donc, ce que nous aurions dû payer pour avoir l'équivalent en publicité de ce qu'on a eu dans les médias. Quand il y a NHK pour notre conférence de presse l'automne avant l'expo, qui fait dans le 18h30 sur NHK au niveau national, 3 minutes sur le pavillon suisse, en expliquant que nos 3 thématiques, c'est planète, santé et humain augmenté. Mmh. Euh, ça explique aussi la logique qu'on a derrière. Donc, il y a plusieurs degrés d'indicateurs. Mais pour arriver à ça, de nouveau, d'abord, on commence par demander aux acteurs suisses de l'animation, parce que ce n'est pas Présence Suisse qui décide des thèmes Bien sûr. d'animation, c'est leur dire quels sont les sujets. Et en arrivant, c'est comme ça qu'on arrive à Planète, Humain Augmenté et Santé, c'est en regroupant les thèmes de l'EPFZ à l'EPFL, en passant par les laboratoires, les universités, etc. Ils disent, alors ça, c'est les thèmes qui sont hyper intéressants pour nous, sur lesquels on veut collaborer au Japon, ceux on collabore déjà, ceux on aimerait collaborer. Mmh. Et après, on prend ça et on le traduit en un objet qui soit un objet de communication. Mais d'abord, on définit les besoins et pourquoi on fait les choses, et ensuite, on le traduit. OK. Voilà. OK. Donc là, et c'est d'où, cette exposition? Parce qu'on l'a peut-être pas mentionné, donc dans le pavillon, l'exposition intérieure change. Ouais, Elle a changé combien de fois? 3 fois. 3 fois? C'est la troisième version. Donc il y a eu Enfin, une partie de l'expo.
Une partie de pourrait te l'expo. faire, c'est Ouais, ouais, que la contenu première base. sphère qui raconte la recette suisse avec des papiers découpés Mmh. traditionnels, mais en intégrant les différents éléments d'innovation, ça reste. Le moment magique pour ouvrir les cœurs, souvent Ouais, non, mais en termes d'émotion, puisque la com, c'est un objet d'émotion. Donc, c'est aussi d'arriver en ce moment magique où on a des bulles de savon qui s'envolent et ça fonctionne. Hier, je suis passé, je sais pas combien de temps dans cette sphère à regarder les gens qui regardaient les bulles de savon. Et OK. c'est un moment fort voilà, sur la perception aussi. Et après, la troisième sphère, c'est là, on a une vitrine plus, effectivement. Il y a une expo, il y a une partie de l'exposition qui est fixe, qui est faite avec l'anticipateur scientifique et diplomatique Jesda, qui est basé à Genève et qui travaille sur les futurs possibles de la science et les conséquences sur nos vies. Donc ça reste fixe. Et puis après, on a une zone qui effectivement change dans ce temps-là. Donc on a fait l'humain augmenté, donc robotique, intelligence artificielle, santé. Donc là, c'était un concours Là, on a fait un d'entreprise appel pour à la projet et on a eu 200, 220 réponses d'institutions, enfin start-up ou OK, universités. Et puis, on a sélectionné en tout, ça ferait une vingtaine de projets qui ont été présentés là, OK. sur les 3 sessions. Ceux qui ont, comme c'est une expo tout public, on a pris des projets qui étaient audibles ou compréhensibles par le grand public. Mmh. Certains projets, bien entendu, la question de la life science, il y a des choses qui sont Tellement technique, incroyables, mais si on les met dans une expo tout public, c'est injuste pour la mmh, recherche parce que ça fonctionne pas, enfin parce que c'est pas audible. Par contre, il y a des choses qui sont pas dans l'exposition au rez-de-chaussée, mais qui sont traitées dans les panels justement, où on a eu un panel en avril assez extraordinaire sur les enjeux d'intelligence artificielle et la protection des populations dans le cadre de conflits, avec la responsable de la Croix-Rouge japonaise, enfin la OK, représentante du CICR au Japon et une chercheuse de l'EPFL. Et ça, c'est génial. des choses où, grand public dans l'expo, c'est compliqué à expliquer, parce qu'on n'a pas la place, le temps, et que les gens veulent quand même visiter plusieurs pavillons dans la journée. Mmh. Par contre, que le panel ou la salle était pleine avec que des professionnels de la question, c'est 2 heures de discussion passionnante. Ah, j'imagine. Voilà. Et il ne faut pas opposer l'un à l'autre, c'est qu'il y a aussi, sans l'exposition tout public, on n'aurait pas de la place pour faire du B2B. Que si on fait que le grand public, ce qu'on a fait parfois, c'est pas disant, mais là, c'est vraiment ce mélange des deux, c'est ça qui est passionnant. Et c'est spécifique à cette expo? Est-ce qu'à Milan, c'était déjà un peu comme ça ou Milan, on en l'avait déjà, ça, mais un peu moins. C'est que là, il y a... Nous, on a c'est aussi déjà renforcé notre... Non, alors, il y a nous qui avons décidé de renforcer OK, ça. Dubaï, on avait beaucoup ça aussi. OK. Euh, Parce que de nouveau, il y a la question du retour sur investissement, enfin de pourquoi on Bah, fait moi, une je trouve expo. faux. Et il faut les deux. Mais c'est vrai que cette question-là, la culture, enfin comment est-ce que l'économie, la science, ça peut profiter, ou la diplomatie profite de cet espace pour en faire autre chose. C'est quelque chose qu'on a renforcé. D'autres pays le faisaient un peu avant, mais là, il y a aussi une tendance générale de le faire. Et que nous, on est quand même un des pavillons qui, même depuis Shanghai en 2010, reste souvent comme un des pavillons qui est relevé pour la partie architecturale, souvent. Mmh. Puis là, Osaka, c'est un des pavillons qui est le plus, je vais pas dire iconique, mais le plus identifiable. C'est que je pense que le grand public, quand on Mmh. monte ses sphères, donc il est différent des autres. Donc il y a déjà Ça, c'est il il vrai. y a quelque chose d'assez poétique. Et hier soir, quand je marchais, il y a vraiment beaucoup de monde dans l'expo, hein. Donc on a le temps de voir, puisqu'on marche. Là, ils ont vraiment. La question du succès de l'expo ne se pose plus. Enfin, c'est que là, tout est vendu jusqu'à la fin. Mais c'est vrai que quand on se promène comme ça, il y a plusieurs beaux pavillons, mais le nôtre, il y a quelque chose. Déjà, il n'est pas collé C'est à vrai. la route. Donc, il y a un dégagement visuel qui permet de le voir. Alors qu'il y en a d'autres qui sont magnifiques, mais Mmh. qui sont directement sur le chemin, donc on n'a pas le recul. Et qui fonctionnent. Voilà, donc il fonctionne bien. Enfin, l'architecture fonctionne, la photo est bonne. Il est à la fois Instagrammable, et puis à la fois, il a un contenu où, quand le public le traverse, on n'a pas l'expérience la plus immersive. Il y en a d'autres. Bon, le pavillon japonais Mmh. c'est une J'ai pas masterpiece. eu l'occasion, ouais. Non, il est dur à voir. On a pu le voir au début avec une délégation. Mais il y a un degré mais c'est normal, c'est le pays C'est hôte. poétique, c'est Ouais, puis c'est une cohérence et tout ça. On n'est pas le pavillon qui a l'expérience la plus immersive. mmh, Les bulles fonctionnent à fond. Il y en a d'autres qui sont allés plus loin dans le côté immersif avec des spectacles, ça, c'est moins notre culture à nous. Par contre, l'impression que le contenu est solide est très forte. C'est que les retours, on fait aussi des questionnaires pour les visiteurs. On a plusieurs milliers de questionnaires remplis sur la durée de l'expo. Et cette question, voilà, du contenu qui est solide, qui est sérieux, l'expo, enfin, la partie l'image innovation, ça fonctionne. l'image, Ouais. elle est Et on passée. finit sur Heidi, pour celles qui ne sont pas venus. En sortant, on arrive, on peut faire une photo avec Heidi et son grand-père. Et c'est une chance immense. Ça, c'est aussi
un mérite que j'aimerais bien nous attribuer. Mais le mérite qu'on a, c'est de s'être dit, OK, on y va avec Heidi. Mais le manga Heidi, ça a été au Japon un phénomène. Et encore aujourd'hui, là, Heidi reste extrêmement sympathique et populaire. Ça a marqué une génération entière et ça nous a... Et même dans les nouvelles. C'est ça que j'ai découvert, c'est que je pensais que les vieux, dans les jeunes vieux ou les vieux jeunes, et ça, mais que ça reste, ça s'est renouvelé aussi, ça reste une icône, enfin une porteuse d'image pour la Suisse qui est Et pendant des décennies, ça a mis la Suisse Ouais. sur la carte. C'est Donc, ça, de s'en Oui, gratuitement. Enfin, là, voilà. là, il y a La mascotte coûte un peu d'argent parce que Oui. maintenant ils vendent des droits quand même, il faut dire que... Mais Non mais c'est une opération de com géniale qui a coûté 0 franc d'argent public, qui a rendu beaucoup de générations d'enfants heureux, Ouais. formidable, et qui est associé avec la Suisse, ça donne... Et les valeurs qu'il y a derrière, en plus c'est intéressant, c'est qu'en Suisse parfois on dit mais pourquoi vous repartez avec Heidi? Alors déjà quand on a la chance d'avoir une marque aussi forte dans un pays hôte, de s'en priver, ça serait c'est un peu dommage. dommage. Et puis qu'en plus elle a qu'un truc, c'est une jeune femme libre, indépendante, qui fait ses choix, etc. Donc c'est en termes de... c'est assez proche d'une attitude suisse. C'est vrai. De montrer quelque chose que je trouve comme icône, il y a pire qu'une jeune femme qui dit non, je ne veux pas vivre à Stuttgart ou Francfort, mais je remonte dans mes montagnes et je décide ce que je fais. Bon, là, on l'a, donc autant en Ouais, ouais. profiter, quoi. Mais il y a un petit débat parce qu'effectivement, des fois, c'est mais pourquoi vous faites toujours. Bah, c'est bien d'expliquer aussi, parce que bon, le pourquoi, c'est toujours essayer de comprendre l'image et le discours Mhm. qu'il y a derrière. Sans le discours, c'est toujours des fois un petit peu difficile. Mais moi, je veux dire, la première fois que j'ai vu ça, je dis, mais pourquoi, tu vois? Mhm. Même si j'ai pas forcément critiqué, mais Non, non, mais c'est. tu te dis, mais oh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et après, voilà, en discutant, en comprenant, Ça marche. Et les journalistes, on a fait des, des tonnes et on a des fait tonnes. des vidéos avec Miaku Miaku, Ouais, la ouais, mascotte de la l'expo, mascotte, l'expo. et Heidi, qui se sont rencontrés en Suisse, dans le Lavaux. Et c'est une vidéo qui a fait un carton immense. Enfin, les médias Non. adorent cette image, ce truc-là. Pour l'expo a soutenu aussi. Et de nouveau, si on fait que ça, j'emploie mal l'argent qui nous est confié. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est Heidi, oui, mais pour aller à autre chose. Donc, quand tout d'un coup, il y a Heidi qui vient et que ça permet d'avoir une photo dans l'espace d'exposition où on présente en même temps une innovation sur un des projets qui est maintenant montré, c'est sur comment on peut artificiellement recréer du corail pour maintenir la barrière de corail. Tout d'un coup, ça, on se dit, mais c'est pas un problème. C'est pour ça que pourquoi on fait les choses est important. Parce que moi, j'ai aucun complexe à dire, bah, on prend Heidi de nouveau. Elle est Ouais. formidable, elle est populaire. Utilisons-la pour aller plus loin. Ok. Voilà. C'est vraiment intéressant hein, aussi de comprendre un peu la partie, l'intérieur. Et après, bon, pour le succès de l'expo, comme tu as dit, je pense qu'ils ont atteint les objectifs largement. Maintenant, c'est vrai que nous, en tant que visiteurs, moi j'ai eu l'occasion de visiter le jour national Ouais, suisse, le 22 le avril. 22 avril, avec notre conseiller fédéral, Inisso Exact. Cassis. Et, en fait, bon, je me suis dit, il y a du monde, mais ça va. Mm. Et en fait, c'était pas du tout plein. Enfin, c'était déjà Alors, c'était déjà. à 100 000 et quelques Mais là, c'est visiteurs. plus de 200 000 maintenant par jour. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est assez drôle parce que moi, je le vois à l'intérieur avec ma femme, c'est qu'il y a eu des millions de tickets. Ah, là, c'était un peu, pas une erreur ou une mauvaise anticipation, je sais pas, des Japonais et un peu des organisateurs. Ce qui s'est passé, c'est qu'au mois d'avril, bah, les gens ils étaient intéressés, mais voilà, bon, on y va. Enfin, après, il a fait super chaud. Mhm. Ça, c'est l'inconvénient au Japon. Et c'est vrai que beaucoup de Japonais ont un peu critiqué pourquoi on n'a pas fait plutôt ça entre Ouais. octobre et mars plutôt que les 36 degrés, les Ouais. 90% d'humidité de cet été. Je pense qu'une partie de l'équipe du pavillon suisse se pose la même question. Parce que moi, je suis admiratif de Ah, ils ont bien ceux qui transpiré. sont dehors enfin, qui ont été dehors ces dernières semaines. Maintenant, ça y est, ok. Non, maintenant, c'est bon. Bah, Mais ça a été. Ouais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à septembre, mi-septembre, il a fait très chaud. Mhm. Mi-septembre, il y avait plus de 5 ou 8 millions de billets prêts de vente, pas utilisés. Ouais. Et il y a des millions de Japonais qui se sont dit, oh, faut qu'on y aille. Et là, ça fait 6 semaines que ça bat plein sur plein, 250, 230. Et ça va être comme ça ces prochains jours. Et c'est... alors par contre, c'est un peu dommage parce que du coup, l'expérience en perd un peu en qualité parce que ma famille y allait, mais elle m'a dit, il m'a fallu 1 heure et demie d'attente pour prendre le métro pour rentrer, enfin au retour. Alors, après, Milan était pareil. C'est vrai? Ouais. Là, je me souvenais pas, tu vois. Il y Moi, a un j'avais été phénomène une aussi fois à humain Milan. où les premières semaines de Milan étaient assez tranquilles. Ça, on Donc, verra. notez pour Riyad. Pour les celles prochains, et ceux qui veulent venir. Non, il y a ce Début, phénomène. début. Et nous, on est tous pareils comme humains. Il y a ce truc, on peut, ouais, puis après, on oublie. Enfin, c'est-à-dire, Ouais. moi, je l'avais dans mon agenda depuis 4 ans, l'ouverture.
Moi, Mais c'est ça mon va. métier. C'est que j'avais pas trop de Pas doutes où je trop serais de le doute. 13 avril. Mais c'est normal pour le reste, il y a plein de trucs où je dis: «Ouais, ouais, il y aura ça». Puis en plus, la presse n'était pas super positive sur l'expo pendant les Si, mois au qu'on début. précédait, donc on se dit: «Bon, on verra déjà ce que c'est et tout». Puis tout d'un coup, ça marche, puis on se dit: «Ah, en fait, ça fonctionne», puis il y a des pavillons qui sont bien, puis les médias switch. Mmh, Au mmh mh. début de l'expo, ça commence à devenir un narratif positif. Les TV sont positives, les gens donc on se dit: «Ah mais quand même, je suis à Osaka, je vais quand même venir». Et pour dire même à Paris, pour les Jeux olympiques, il y a plein de Parisiens qui sont partis parce qu'ils Ouais, veulent juste pas être là pendant les Jeux et ils regrettent ça en disant: «Putain, on a raté le truc», donc il y en a qui reviennent, il y en a qui sont allés voir, qui sont venus pour les Paralympiques, ce qui a fait une ambiance géniale aux Paralympiques. Mais c'est effectivement dans tous ces grands événements, heu, c'est assez similaire. c'est assez similaire. Puis OK. après là, comme c'est le Japon, c'est plus grand et plus vite et plus gros que plein de choses. Donc on se dit: «OK, il faut qu'on vienne», on vient. Mais alors Et là, là, effectivement, quand j'ai pris le métro, hier matin pour aller à l'expo, c'est pas exactement la même chose qu'en avril. C'est-à-dire qu'il j'ai faut bien maîtriser son agenda, il faut de la patience. Après, mais il y a des moments où on voit même des visiteuses et visiteurs qui s'énervent, ce qui était inattendu. ouais, ouais, bah, Mais je comprends, parce qu'il y a des temps d'attente qui sont... qui sont devenus un petit peu, ouais. Alors nous, on essaye de maintenir, puis on a quand même travaillé avec l'expo pour avoir des files d'attente qui soient structurées, pour communiquer sur combien d'heures d'attente. Mais pour voir le pavillon suisse, il faut quand même attendre 1 heure et demie ouais, c'est ou 1 heure. Et le pavillon japonais, il est invisitable si on n'a pas des billets à l'avance. Enfin, et il y a d'autres pavillons où les temps d'attente sont encore plus grands. Et c'est une bonne question. Combien de temps sommes-nous prêts à attendre? Pourquoi? bon, ils sont habitués, hein, parce que moi à savoir qu'à Osaka, il y a l'Universal Studios qui est pas très Mhm. loin et c'est vrai que ils sont habitués. Moi je le fais pas, hein, je déteste ça, mais enfin, je suis prêt à attendre 30-40 minutes, mais pas, 90, 120. 9 heures à Milan. Le pavillon japonais, il y avait 9 heures d'attente. C'est qu'il y a des Quelle moments, attente, ouais. t'arrives à l'entrée, enfin, t'as la file d'attente du pavillon japonais. Et donc les visiteurs, c'est les Italiens, donc j'ai posé, mais Ouais, c'est Alisa. Et donc il y avait, from this point on, 9 hours. Je crois que c'était le record. Après, c'est pas toujours, mais sinon, c'est en tout cas. Puis nous, on avait les attentes pavillon suisse aussi de 3-4 heures. Et, Team. et moi, je ne ferai pas, enfin, j'ai pas la capacité intellectuelle et physique de faire la Ouais. queue pendant 3-4 heures. Mais bon. Mais ce qui est intéressant, j'ai rencontré pas mal de gens, de Japonais, qui eux, alors, m'ont dit, et là j'étais halluciné, quoi. Ils m'ont dit: «Ah, moi je suis allé 15 fois, quoi». Donc il y a aussi les autres extrêmes Ouais. où, ils sont allés Maintenant, tu peux pas faire 15-20 l'expo fois. en un jour, tu peux pas faire l'expo. Non, c'est tellement grand. Enfin, je pense qu'en une semaine, tu peux faire un tour des centres. Enfin, en avril, pendant une semaine, tu pourrais faire. Là, même quelqu'un qui viendrait tous les jours entre aujourd'hui et lundi prochain, la probabilité qu'il puisse voir tous les pavillons est assez faible. C'est assez bon, c'est immense. Je sais pas si le site, pour moi, il doit faire la taille d'Universal Studios en termes de surface. Mais peut-être je me trompe, j'ai jamais vraiment calculé, C'est que genre, je suis pas allé à Universal Studios, pardon. mais OK, Je sais. quand même. Je suis allé plein de fois à l'expo. Mais bon, tu en VIP. Alors c'est Ça vrai que ça, aide, c'est un avantage, je peux pas dire, mais je peux visiter le pavillon suisse sans faire sans faire les 3 heures de sans queue. faire. Non, 3 heures, je crois qu'on n'a pas atteint beaucoup, c'est plus parce que Non, justement parce qu'on ferme la file pour pas avoir des gens ouais, qui attendent 30. Mais non, alors c'est vrai que dans le pavillon suisse, je peux rentrer. un petit peu, Mais j'attends quand même. Il y a tellement de monde, il y a quand même des fois, on a mais j'attends. tu quand même. Ouais, pour pas créer de. Alors c'est vrai que moi j'ai vécu l'expérience, bah, de la journée suisse, en étant invité par la chambre du commerce suisse et c'est vrai que, quand tu es invité en business, c'est pas la même chose. Ça, tu rentres VIP, Ouais, il y a des c'est horaires mieux. pour, Oui. c'est plus, on va dire, c'est plus confortable. Voilà. Mais bon, voilà, ça reste, plus formel dans le sens, bah, ça reste un business, Ouais. donc voilà, on est tous un peu en costard, on partage nos cartes, mais c'était une belle expérience, plein de belles rencontres. Donc et justement, je trouvais super intéressant de vivre, bah, une fois, j'ai vécu Milan plutôt comme, Public. public, voilà, et là, j'ai pu vivre, le côté un peu plus, business et Mhm. j'ai trouvé vraiment super intéressant, donc Ouais, j'avoue c'était que une c'était belle journée. une belle Ouais. expérience. Ouais, c'était une belle journée. Il faisait pas trop chaud. Mm. Navré pour ceux qui ont été au mois d'août. Qui ont- Après, ça dépend de tout, mais c'est effectivement pour certaines personnes, ça a été physiquement compliqué
Ah bah, Bah, déjà, de vivre en été à l'extérieur, c'est compliqué vu le climat. mmh. C'est vrai qu'en plus, quand on doit marcher, attendre, enfin, il y a eu quelques malaises sur le site de l'expo. Ah bah, plus que un à mon Ouais. avis. Mais bien sûr, enfin, c'est impressionnant de voir, les organisateurs sont adaptés aussi à ce contexte-là. OK. Donc, il y avait des systèmes sanitaires, etc. Voilà. Mais là, on verra, effectivement, les prochains jours vont être. Hier soir, quand je suis parti, c'était 18-19 heures, Mmh. tout le ring en bois était plein, Complet. complet. Tout le haut, comme ça, partout, on regardait, il y avait du monde. C'est pas les photos que j'ai vues ces derniers jours, c'était vraiment comme ça, Ouais. hein. Et c'était impressionnant. C'est un truc de Ouais, fou, quoi. ouais. Parce qu'il est immense. Enfin, Il est faut long. Enfin, oui, ça dire fait quand même. Ouais. là, les gens, il faut se rendre compte, il fait 2 kilomètres Ouais, un peu plus. de Je crois 2-1 circonférence. ou 2-2. Ouais, C'est. 2 kilomètres. Donc pour avoir une image aux auditeurs, 2 kilomètres, plein de monde. Ouais. Et Et puis il fait pas 3 centimètres et de voilà, large. j'allais dire, il fait pas juste le passage d'une personne, hein, Ouais. et il Je fait pense que bien l'extérieur, il fait facilement 200-300 mètres de plus que l'intérieur, vu la largeur du. ouais, ouais. Je prends un petit risque mathématique. Non, là, tu prends un petit risque. Mais Non, je non, pense, sans rire. Je mais en pense tout qu'il cas, fait c'est bien 20 mètres de large. Pour les auditeurs, ouais. écrivez-nous. Faites Mmh. le calcul. Ouais, non, Puis, je pense qu'il doit bien faire 25 mètres de large. 2 pieds. Comment on calcule déjà la circonférence? Ah, C'est le rayon au carré, 2 pierres. ouais, je Mon pense que c'est père, pas loin. ingénieur, est honte de moi. Il y a même moi qui ai fait ces études. C'est vrai. euh, c'est l'oreille, c'est... Oh, mettez en commentaire. Franchement, 3, 14, 15. Enfin, Ouais, voilà. c'est 2 c'est une belle pierres. pièce. C'est une belle pièce. Ouais, enfin, voilà, c'est gros. Et quand c'est plein, C'est plat. ça fait du monde. Mais moi, j'ai trouvé, en fait... alors, c'est vrai que du point de vue regard dans Mm. l'architecture, moi, j'ai trouvé l'expo exceptionnelle. Le niveau de détail et d'attention, il est extraordinaire. Ce ring, j'ai vu ça, mais je dis, mais vous êtes fou d'avoir fait un truc pareil. C'est incroyable. Après, il n'y a C'est, plus de bois au Japon pendant un certain temps. voilà, Ça quand même. Mais ça a effectivement, l'idée, ouais, enfin, et c'est tellement japonais. Enfin, c'est, ce qui est intéressant, c'est que c'est parfaitement contemporain mm, et totalement fidèle à une tradition ancestrale japonaise. Donc ça c'est, coche, enfin c'est un coup de génie architectural que- et à voir, c'est fascinant. Et ça- effectivement, et ça reste. Et là, il y a une discussion maintenant. Faut-il le garder ou pas? ou pas, voilà. Bon, j'imagine à l'entretien, ça sera peut-être pas forcément facile. C'est vrai que cette question-là, Parce OK. que- Non, mais il y a une discussion parce que soit ils en gardent une portion. ouais, Et hier soir, ça s'est dit exclu pour vous, c'est vrai? il y a eu une réception par le gouverneur où les commissaires généraux étaient présents, donc les responsables des pavillons, dont Manuel Sarli, qui est le responsable, enfin qui est le directeur et le commissaire général du pavillon suisse, qui en plus est le doyen du steering group des commissaires. Ok. Donc c'est vraiment, mais il fait ça depuis, c'est une référence dans le milieu des expositions universelles. Il est vraiment très respecté pour ça, et donc il a fait un discours hier soir. Et dans la soirée a commencé un hashtag Save the Ring. Et ça commence aujourd'hui, donc il y a plusieurs commissaires généraux qui ont pris position publiquement en demandant aux autorités de garder le ring entier. Ben, s'il pouvait, ce serait top, mais... Après, il faut se dire pourquoi faire, parce que je veux dire, qui se déplace. Enfin, après, il y a ce côté très émotionnel de la fin de l'expo, Hmm. où tous les commissaires qui étaient là pendant 6 Il y a mois le- ne veulent pas partir. Il y a ce truc, moi j'ai un recul un peu différent vu que je suis venu, je suis reparti et je reviens. Mais c'est plutôt légitime, c'est plutôt rassurant d'avoir envie de garder quelque chose, ça veut dire que le phénomène était là. Mais la discussion ensuite, c'est ok, si Osaka gardait ce ring, qui faisons-nous? Enfin, que faisons-nous dans ce ring? Il y a cette question, enfin, est-ce que les gens vont y aller? Est-ce qu'on maintient la station de métro ou pas? Hmm. Qui Ah, fait- même ça, il voulait la démonter? Je sais pas. Alors ça, mais Non, je crois logiquement, s'il n'y a pas. plus l'expo, Bon, il y a ce projet de casino. Il y a un ouais, immense non, casino c'est vrai. qui est en construction. Mais je sais Mais pas. est-ce qu'on le met dans le ring ou pas? Je crois qu'il est à côté. C'est là où je n'étais pas très clair. Il est pas Il va dans le positionné ring, dans le ring. c'est juste qu'il est sur le bord de l'eau. Et qu'est-ce qu'ils font avec ça reste une bonne question. Un joli parc, ce serait quand même cool. Mais Ouais. Mais ce sera enfin, c'est compliqué à régler, je pense, en 2 jours, ça, c'est sûr. suite à un hashtag. C'est vrai. Ouais, mais ça dit des choses. Après, je pense qu'il y a effectivement ce ring. Alors, moi, dès le début où je l'ai vu, j'étais allé, parce que quand on venait visiter le chantier, Mm. on voyait déjà La première. déjà la taille, l'échelle est incroyable. Mais c'est vrai que l'ayant vu fini, et quand on se promène dessus, il y a quelque chose, c'est assez extraordinaire. C'est Mais voilà, après, c'est des questions aussi entre le moment des 6 mois où ça se passe et c'est extraordinaire. Est-ce que tout doit demeurer ou pas? Est-ce que mm.
Et il y avait ces réflexions d'un commissaire qui disait, mais on a gardé la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est effectivement une icône d'une exposition universelle à Paris. L'Atomium à Bruxelles, pareil. qui est devenue l'icône de la ville, Ouais, mais elles sont un peu mieux centrées. Enfin, la Tour Eiffel est quand même au centre, clairement. mais ils doivent la peindre tous les 6 ans, C'est- entièrement. Mais ça Enfin, les vaut. mais c'est vrai que ça les vaut. Ah, c'est clair que pour Paris, les retombées de la Tour, alors peut-être qu'il y aurait Ah, d'autres choses comme icône, mais mais c'est quand même dans le monde entier. c'est- Personne dit, oh, on dirait la Tokyo Tower, non, c'est alors que c'est pas très loin d'un point de vue clair, d'architecture. c'est Et clair. la Tour Eiffel existe grâce à un Suisse. Ouais. Ben oui, l'ingénieur civil qui a dessiné la structure. Alors, Eiffel est celui qui a donné son nom, mais c'est un Suisse qui travaille avec Eiffel et qui a fait toute Ah, la je savais pas structure. cette histoire. Et les L'anecdote. ingénieurs suisses voyagent dans le monde entier. Tu vois? Donc, quand on est à Paris, souvent on dit que la Tour Eiffel est un peu à nous. Ce qui fait rire moyennement les Français. Je vous prie d'excuser les Françaises et les Français qui écouteront Qui cette les écoute, discussion. bien sûr. Mais il est vrai que Faudrait qu'on fasse un l'ingénieur... peu chauvin de temps en Bah temps. ouais. Ah, Non, puis qu'on est comme ça, c'est que pour une tour Eiffel, il faut une idée de génie, mais il faut aussi des ingénieurs capables de de la faire. faire tenir une structure qui, encore 150 ans plus tard, est là. C'est vrai. Bon, c'est pas le cas du ring. On verra, on se reparle dans... Je sais pas où en sont les discussions, mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a cette envie-là Ouais. de le faire. Et c'est vrai que vu l'ampleur de cette chose-là, il y a quelque chose d'iconique. Bah, bon, le parc. Donc, ceux qui connaissent pas bien l'expo, il y a eu une expo universelle dans les années 70 Mhm. et le parc existe toujours. En Et on Suisse, peut le et visiter. le pavillon suisse, c'était magnifique. C'est vrai. Alors, j'ai pas vu les photos. J'ai Alors, pas je vu les mettrai anciennes les photos en commentaire également. Ok. Alors, Si t'en as, c'est un objet d'art contemporain assez fascinant. Ouais. D'ailleurs, je voyais les photos euh, de cette expo, c'était hallucinant. Quand je vois ça, ce que c'était dans les années 70, c'était incroyable. C'était incroyable. Et ma belle-mère a visité les deux. Ah. Tu vois, c'est une jolie anecdote. Et Elle a nous, il y a visité les deux même... avec la même équipe. Ah ouais. Ouais, donc ils ont visité entre copines de classe. Donc, bah, elle était jeune, adolescente. Elle a visité avec la même équipe de C'est génial comme copines histoire. 50 ans plus tard. Mais elle trouvait, alors je sais pas si, elle m'a dit, je sais pas si c'est le fait que bah, elle était vraiment jeune à ce moment-là, mais elle trouvait quand même que dans les années 70, il y avait un côté ultra innovant. Ils étaient vraiment dans une vibe où chaque Mhm. chose qu'ils voyaient, c'était, c- on- ils avaient cette vision du futur, Ouais. on va dire d'une certaine façon, qu'elle a moins retrouvé là. Enfin, elle n'a pas eu ce sentiment, waouh, là, ça. C'est intéressant comme réflexion parce que alors, je pense déjà la masse d'informations disponibles en 1970 et aujourd'hui n'est pas la même. Je pense. Donc réussir à être surpris aujourd'hui avec la vitesse d'information, le volume. Hmm. Il y a un flux C'est pour des- traiter l'information aujourd'hui, c'est quand même un défi commun à tous. Et après, c'est possible aussi que dans l'état d'esprit, mais le Japon lui-même, mais comme l'Europe par ailleurs, dans les années 70, on est dans une phase de de tout est croissance. possible. Hmm. On arrive dans encore les 30 glorieuses, qui sont un peu décalées au Japon, encore plus qu'en Europe. Pour les questions historiques, on est quand même dans un moment où on est dans les années du possible. On Hmm. s'ouvre, on va explorer le monde, il y a une forme d'utopie qui est là. 2025, globalement dans le monde, un peu moins l'hystérie du progrès. C'est vrai. Donc C'est ça vrai. reflète aussi ça. On peut faire, et les expos sont intéressantes parce que moi, quand j'étais à l'Uni, j'avais travaillé sur les expos. Donc il y a Ok. Ah, t'es pas déjà sur la passé. partie glorieuse. Alors, ouais, alors j'aurais jamais cru qu'un jour je travaillerais là-dessus. Mais je travaille aussi surtout les expos coloniales, qui est encore une autre histoire, Ok. pas forcément honorable pour l'Europe, mais qui dit des choses. Et ces expos disent des choses sur des moments de l'histoire. Et que parfois on dit, oui, mais à quoi ça sert une expo? On est au XXIe siècle, il y a Internet, tout ça. Alors déjà, le nombre de personnes qui viennent prouve que ça répond en tout cas à l'intérêt. Et les gens viennent, Shanghai était plein, Milan était plein, Dubaï était plein. Donc même post-Covid, c'est plein. On avait dit pendant le Covid, il n'y aura plus besoin des événements, tout se fera à distance. Dubaï, plein. Là, plein. Riyad sera probablement plein. Donc il y a aussi ce moment d'un rendez-vous physique dans un... C'est presque du théâtre, c'est l'unité de lieu et de temps. On se retrouve dans un endroit ensemble. L'expérience collective et pas sur un écran. L'expérience collective est là et qu'après ça raconte, surtout comme des pays veulent se présenter. Mm. Je prends souvent cet exemple. À Astana en 2017, le pavillon russe était présentait notamment un formidable bateau qui permettait d'aller forer, un bateau propulsé au nucléaire qui faisait des forages pétroliers en Arctique. Mhm. Et, mais de manière très assumée, et à l'époque était plutôt en porte-à-faux qu'un discours en op. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui il y aurait la même réaction à ça, mais
il y a quand même ce truc-là où ils disaient: «Bah oui, c'est ça qu'on veut faire», donc c'était comme ça qu'ils voulaient être vus. Les Chinois expliquaient à Astana, les nouvelles routes de la soie. Mmh. Donc, ouais, avec des trains qui circulaient, un simulateur de train, ça. Nous, on présentait un monde un peu imaginé avec une cabane de montagne, c'est donc quelque chose de pré-guerre, pré-Ukraine, pré-situation, Mmh. et que ça dit la vérité d'un moment donné OK. dans les différents pays, et que chaque expo a ce mérite-là, c'est quand on regarde en arrière, quand on revoit ce qui a été dit, et tous les pays qui sont là se présentent, c'est comme ça qu'ils veulent être vus. Est-ce que c'est comme ça qu'ils seront vus ou pas, c'est autre chose, mais c'est un moment d'une réalité politique et économique d'un moment donné. Pour ça, l'Arabie Saoudite se présente avec un Ouais, pavillon qui est très important, c'est qui est intéressant, ouais. grand. Donc, il y a un phénomène sociologique en plus pour faire le pas de côté. C'est pas la mission première des expos, mais l'observation de Bah, avec ces le expos, recul et on voit des choses. l'histoire, Ouais. et on se rend compte de la perception qu'a les pays et les personnes qui l'ont visité à un moment donné. Ouais. Ce qu'on n'a pas autrement Et que parce ça que va pas dans vu que l'immédiat. c'est éphémère et vu que c'est Ouais. provisoire, ouais, j'avais On pas dit vu c'est la ça réalité sous du moment. Et c'est la réflexion de ta belle-mère, il y a ce côté-là un peu, c'est effectivement. Alors, est-ce qu'effectivement, quand elle avait 14 ans, bah, dans les années 70, au Japon, dans un moment de boom économique, où Toyota se développe, toutes les grandes entreprises japonaises commencent à mmh, s'ouvrir, on est dans un moment d'utopie, du mmh, progrès, où il n'y a pas de limite par rapport aux positions qu'on avait au début. Donc forcément que les pavillons étaient peut-être... Et le pavillon suisse était plus ambitieux que celui d'aujourd'hui. Il avait un budget plus grand en 70, mmh. celui qu'on a aujourd'hui par ailleurs aussi. Mais tu as ce phénomène-là, et puis il y avait cette foi dans le progrès. Aujourd'hui, il y a la redéfinition de... Alors je pense que nous, on fait un pavillon qui est quand même sur le progrès, mais il y a des dimensions qui sont différentes. Ils sont moins et après c'est aussi il y a eu beaucoup de progrès dans le B2B. Mhm. Donc c'est quelque chose qui touche, moins facilement parce que le progrès dans les années 70, ils avaient créé la première UCC, donc Ouais, le concurrent de Nestlé dans le café, entreprise japonaise, avait créé la première capsule. capsule, pas capsule, Soluble. canette. Canette. Canette Ah de oui. café à boire. Ouais. Et c'était une Ouais. innovation, donc il y en a eu plein comme ça, qui étaient vraiment très tout public. Le côté le Ah téléphone, ouais. tous Comment ça va changer ma vie voilà. quotidienne concrètement? Et là, dans cette nouvelle édition, on a l'impression que, enfin, c'est pas qu'une impression, et même d'ailleurs le pavillon suisse représente beaucoup ça, c'est des innovations qui touchent moins directement le public parce que un bras robotisé ou un bateau à hydrogène, on a de la peine à se projeter Ouais. dans le... C'est vrai que non, Pourtant, ça aura un impact alors ça énorme. aura un impact énorme, parce que c'est vrai que les années 70, on est encore dans ce truc. Alors, c'était un peu avant, mais la machine à laver ou l'arrivée de la télévision dans la Voilà, famille, il y a un truc quand tu vois une télévision. ça te... Moi, mon enjeu maintenant, comme bon sougarien à Lausanne, ce qui est à peu près l'équivalent pour les Parisiens du 11e arrondissement, ou du Kreis 4 pour les Zurichois, enfin, on va pas faire tous les pays du monde, mais de ce côté-là, nous, on est plutôt en train d'enlever la télévision, puisqu'on ne veut plus de télévision. C'est vrai, c'est Alors que vrai. j'ai grandi avec, mais il y a ce phénomène quand même, effectivement. Et c'est vrai que c'est une bonne réflexion sur ce... Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter dans nos vies, Mm. dans l'abondance qu'on a, qui est une abondance relative, être privilégié par ailleurs, mais partons du principe que la plupart des gens qui visitent l'expo sont plutôt des privilégiés au sens de pouvoir d'avoir l'opportunité de le faire. Effectivement, quelle serait l'innovation qu'on pourrait montrer, et qui serait... Et c'est vrai que j'en ai pas vu beaucoup. Après, peut-être il faut un peu plus de recul pour ça. Ouais. Peut-être on s'en rend pas forcément compte aujourd'hui. Puis c'est dans 10, 20 ans, mais oui, mais en fait, j'en sais rien moi. Cet humanoïde, il était là, Ouais. Alors il y a des choses qu'on a je montrées. m'ai pas rendu compte. Il y a des choses qu'on montre et qu'on a montrées dans nos expositions qui vont avoir un impact très concret sur la santé du grand public. Mhm. C'est ça que je dis. Mais Ça, on le saura, mais il n'y a pas effectivement ce retour immédiat qui était presque un peu gadget. C'est vrai que la plupart des pavillons, on communique tous beaucoup sur nos valeurs, mhm. sur voilà, pourquoi est-ce que, enfin, quelles sont les valeurs d'un pays, what do we stand for, voilà, à quoi on croit, et puis comment ça nourrit l'innovation, et quelque chose de pas dire philosophique, mais il y a beaucoup de pavillons, le pavillon japonais aussi, sur ces questions à la fois très scientifiques et très basées sur la science, sur les algues et le rôle des algues dans le développement, mais aussi des éléments esthétisants, les questions de circularité. C'est presque des pavillons de philosophie politique, quoi. Hmm. Alors, il n'y a pas que ça, mais il y a un rôle un peu comme ça. L'Arabie Saoudite se présente avec ce qu'ils aimeraient être en 2030, avec leur grand plan, où l'Expo fait partie de cette démarche-là. Les Autrichiens viennent plutôt sur leur capacité créative autour de la composition. Donc,
c'est vrai que c'est plus une espèce de métadiscours Mhm. avec des choses concrètes qui sont montrées, mais c'est moins directement le produit. Et je pense qu'effectivement, dans les années 70, il y a un tas de produits. Alors, il y en a sans doute aujourd'hui qui seraient aussi nouveaux. Mais le wow effect où un enfant d'aujourd'hui se dit: «Ah, ça, je...» Il y a un peu moins. Peut-être que Même, même des que voitures j'ai, volantes, peut-être. même que j'ai été quand même bluffé, hein. Je veux dire, j'avais fait celui de, il s'appelle le New, Mhm. euh, Cet immense ce- bloc en alu qui vibre, qui quoi. vibre avec des sons ultra sourds. J'aimerais beaucoup le voir. Ça fait partie des regrets que j'ai pas vu ce que j'aurais voulu. L'intérieur, L'extérieur, c'était fou c'était fou aussi, quoi. aussi. Ouais, c'était fou aussi. C'est pas très sympa Là, de me le dire parce que je pense que je ne le ferai pas. désolé pour toi. Voilà. J'ai eu l'occasion, ouais, t'en as vu plein d'autres que je n'ai pas vu. Pas beaucoup. Non, Ouais. j'en ai vu très très peu. Alors j'ai vu le Suisse Bah, en long, en large, en en long, en large, travers. en haut, en bas, Et c'est bon, là, à l'envers, t'en as, tout ça, t'en as un c'est peu bon. marre. Non, j'adore m'installer dans le pavillon et regarder le public. Ah, les réactions, tu dis. Ouais, je trouve ça fascinant et il faut faire tous les jours pour apprendre. Mais, mais c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup d'autres. Non? Ok. J'ai encore dimanche, je suis avec une délégation, donc je vais en voir quelques-uns, mais sinon pas beaucoup. Et le nous, c'est effectivement un de ceux où quand je suis passé à côté, je me dis, mais c'est quoi ça? Enfin, genre, là, c'est un des pavillons les plus impressionnants, je trouve, de Hmm. l'extérieur. À l'extérieur, Sans avoir une c'est le espèce de plus. miroir alu qui vibre comme ça, il y a quelque chose de... J'ai mon cœur d'enfant. Non, l'extérieur, moi, il m'a bluffé. C'est Mais surtout ce l'intérieur que est j'ai fait. encore mieux. Non, alors l'intérieur, il est intéressant parce que c'est un cube rempli d'écrans. Mhm. Donc, il y a, je pense, un artiste ou quelqu'un qui a travaillé sur des effets un peu liquides. Ça, j'ai trouvé vraiment, waouh, ok, là, c'est bluffant. Ouais. Après, ils ont voulu jouer avec l'interaction avec l'IA et ça, j'ai trouvé un peu Moins bien. moins bien. Parce que il y a entre l'effet et l'expérience, et il y a eu un peu un décalage, j'ai trouvé, entre l'expérience et l'effet visuel. L'effet visuel était... Magnifique. L'expérience, t'as pas perdu grand-chose. Très bien. Ok, bon, on arrive au bout. Très bien. Merci. Merci à 1h30, toi. je ne sais pas si on aura encore des auditeurs, j'espère. Y Que en ça vous avait-il a au plu. début? Ah, ça, je sais pas non plus. Lâchez les commandes. Non, merci beaucoup. Merci à toi, c'était passionnant comme échange. Je suis content d'avoir vraiment pu explorer autour de cette expo et de comprendre Présence Suisse. Switzerland. Présence suisse. Comme tu dis, Présence Suisse. Bah, alors, c'est en français Présence suisse, en allemand Präsenz Schweiz. Presenza Svizzera. Et en romanche? En romanche, Ah. si, alors Parce que Presenza quoi? Svizzera. Parce que Svizzera. Suisse se dit Svizzera, Svizzera. S-V-I-Z-R-A. Je Svizzera. m'en souviens sur mon passeport. Voilà, tu vois. Allez, Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, à bientôt. Encore 1000 merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Et comme toujours, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!